Parfois, le chagrin vous emmène là où vous n'aviez jamais eu l'intention d'aller. Et parfois, ce qui vous suit change absolument tout. Jean Dubois avait 64 ans, et il chevauchait seul à travers les étendues sauvages des causses du Larzac, emportant avec lui les cendres de sa femme. Il prévoyait de les disperser là où leur histoire avait commencé, puis de rentrer en silence. Mais une ânesse poussiéreuse en avait décidé autrement. Kilomètre après kilomètre, la créature têtue le suivait à travers la chaleur accablante, refusant de le quitter, peu importe combien de fois Jean tentait de la chasser. Les jours passèrent, et la compagnie silencieuse de l'ânesse commença à fissurer quelque chose de profond dans le cœur de Jean. Puis, près d'une source isolée dans les causses, il le vit, une faible marque en forme de cœur derrière l'oreille de l'animal. Le même symbole que sa femme, Marie, utilisait dans sa ferme refuge. Que faisait cette bête ici? 3 semaines avant que Jean Dubois ne s'enfonce dans le Larzac avec les cendres de sa femme, il se tenait sur le seuil d'une grange vide et se demandait s'il se sentirait un jour à nouveau entier. La ferme était nichée dans la campagne de l'Aubrac, à 30 km de Saint-Geniez-d'Olt, en Lozère, là où la terre s'étirait, plate et dorée, sous un ciel infini. Elle n'avait rien d'extraordinaire, 80 hectares de broussailles et de terres arides, une maison en pierre qui aurait eu besoin d'un coup de neuf depuis une décennie, et une grange qui avait connu des jours meilleurs. Mais c'était leur foyer depuis 40 ans, et jusqu'à 6 mois auparavant, elle avait été remplie de vie et de sens. Jean avait 64 ans, bien qu'il se sentît beaucoup plus vieux la plupart du temps. Son visage était un parchemin buriné par une vie passée sous le soleil, ses mains calleuses et couturées de cicatrices, témoins de décennies de labeur. Il mesurait un peu moins d'1,80 m, avec une carrure nerveuse et sèche qui parlait d'un homme qui avait passé sa vie à travailler plutôt qu'à s'asseoir. Ses cheveux étaient devenus argentés des années auparavant, et il les portait courts sous le chapeau de feutre usé qu'il arborait depuis ses 30 ans. Ses yeux étaient d'un bleu-gris, la couleur des montagnes lointaines par temps couvert, et ces jours-ci, il portait une pesanteur qui n'était pas là avant. Marie était morte un mardi de mars. Cancer du poumon, alors qu'elle n'avait jamais fumé de sa vie. Le médecin avait dit que parfois, ça arrivait comme ça. La malchance, une mauvaise exposition à quelque chose des années plus tôt qui avait fini par la rattraper. Il l'avait découvert trop tard. Stade 4, déjà dans les os et le foie. Elle avait tenu 8 mois entre le diagnostic et la fin, et Jean avait regardé la femme qu'il aimait s'éteindre un peu plus chaque jour, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien d'elle, hormis son esprit et son sourire. Le sourire avait été le plus tenace. Même à la fin, quand les antidouleurs la faisaient flotter entre conscience et inconscience, elle parvenait encore à lui sourire lorsqu'il lui prenait la main. Ils s'étaient rencontrés près d'une source isolée dans les causses, 40 ans plus tôt, tous deux jeunes et pleins de promesses. Jean avait 24 ans et travaillait comme ouvrier agricole pour un éleveur de bovins près de Millau. Marie en avait 22, et elle aidait sur la petite exploitation de ses parents, plus près de la cavalerie. Ils s'étaient tous deux rendus à cheval à la même source isolée, le même soir d'août, arrivant à quelques minutes d'intervalle alors que le soleil peignait le paysage de teintes or et pourpre. Jean la revoyait encore comme si c'était hier, descendant de sa jument avec une aisance naturelle, ses cheveux bruns tressés dans son dos, ses yeux brillants de curiosité et d'autres choses qu'il comprendrait plus tard comme une forme de reconnaissance. Ils avaient parlé pendant des heures ce soir-là, assis sur les rochers calcaires au bord de l'eau, tandis que les étoiles apparaissaient une à une et que la fraîcheur nocturne s'installait sur le plateau. Quand ils s'étaient séparés, ils savaient tous les deux que quelque chose de fondamental venait de se produire. Ils s'étaient mariés 1 an plus tard, avaient acheté cette ferme avec leurs économies communes et avaient bâti ensemble une vie simple et bonne. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Marie ne pouvait pas, une réalité qu'elle avait découverte très tôt et pleurait en silence. Mais ils avaient rempli leur journée de travail, de leur amour l'un pour l'autre, et finalement, des animaux. La ferme refuge avait été le rêve de Marie. 20 ans auparavant, elle avait ramené à la maison un cheval affamé que quelqu'un avait abandonné sur le bord de la route, et ce fut le commencement. Le mot s'était répandu que Marie Dubois acceptait n'importe quel animal en détresse. Au fil des ans, ils avaient accueilli des dizaines de chevaux, de mules, d'ânes, de chiens, et parfois une chèvre ou un mouton égaré. Marie avait un don avec les créatures abîmées. Elle pouvait apprivoiser le cheval le plus sauvage, gagner la confiance du chien le plus craintif. Elle travaillait avec une patience et une bonté infinies, sans jamais brusquer, sans jamais forcer, offrant simplement sécurité et soin jusqu'à ce que l'animal soit prêt à les accepter. Jean avait soutenu son travail, aidé aux tâches les plus lourdes, à la réparation des clôtures, et à la gestion quotidienne de la ferme, mais c'était la passion de Marie, sa vocation.
Les animaux l'adoraient, la suivaient partout sur la propriété comme si elle était le soleil autour duquel ils orbitaient. Elle marquait chacun d'eux d'un petit fer en forme de cœur sur l'oreille gauche, sa signature, sa promesse qu'ils avaient été sauvés et aimés et qu'ils auraient toujours de la valeur. Après sa mort, Jean avait continué pendant un mois, nourrissant, abreuvant, nettoyant les stalles par automatisme, mais le cœur n'y était plus. Sans Marie, le refuge semblait vide de sens, inutile. Les animaux sentaient la différence. Ils étaient soignés, mais plus choyés. Et Jean savait que ce n'était pas juste pour eux. Alors, il avait passé les coups de fil, contacté les sanctuaires et les associations avec lesquelles Marie avait travaillé au fil des ans. Un par un, il avait dit au revoir aux animaux, les regardant monter dans des vans ou remorques pour animaux à destination de nouveaux foyers, où des gens avec le don de Marie prendraient soin d'eux comme il se doit. Il avait fallu 2 mois pour tous les placer. 3 chevaux, 2 vieilles mules, 4 ânes de tailles diverses, 6 chiens, et une chèvre caractérielle nommée Ferdinand, qui avait déjoué tous les pronostics de longévité. En mai, la grange était vide. Les enclos étaient déserts. La réserve de foin prenait la poussière. Jean avait fait un dernier tour, voyant l'écriture de Marie sur les fiches des box, sentant l'odeur persistante de foin, de cuir et d'animaux, et ressentant l'absence comme une douleur physique dans sa poitrine. Il n'avait gardé qu'une seule chose, l'urne en cuivre contenant les cendres de Marie, posée sur le manteau de la cheminée, là où il pouvait la voir chaque matin en descendant. Marie avait été très claire sur ce qu'elle voulait. Pas d'enterrement, pas de cérémonie, pas de tombe. Elle voulait que ses cendres soient dispersées à la source où ils s'étaient rencontrés, rendues à l'endroit où leur histoire avait commencé. Jean le lui avait promis, en lui tenant la main sur son lit d'hôpital 3 jours avant sa mort, la gorge trop nouée pour parler, mais son hochement de tête avait suffi à la faire sourire une dernière fois. Mais 6 mois s'étaient écoulés, et Jean n'avait toujours pas fait le voyage. Il se disait qu'il attendait le bon moment, le beau temps, le bon état d'esprit. La vérité, c'est qu'il n'arrivait pas à s'y résoudre. Disperser ses cendres lui semblait trop définitif, comme admettre qu'elle était vraiment partie pour de bon. Tant que l'urne trônait sur la cheminée, il pouvait prétendre qu'elle allait franchir la porte à tout moment, lui demandant ce qu'il voulait pour dîner, ou lui parlant d'un nouvel animal qui avait besoin d'aide. La maison semblait immense sans elle. Ils y avaient vécu simplement, 2 chambres, une cuisine, un salon avec la cheminée en pierre que Jean avait construite lui-même 30 ans plus tôt. Marie l'avait décorée avec les choses qu'elle aimait, de vieilles photographies dans des cadres dépareillés, un couvre-lit fait par sa grand-mère drapé sur le canapé, des livres empilés sur toutes les surfaces planes. Elle lisait avec voracité, des guides de gestion agricole à la poésie en passant par d'épais romans historiques dont elle discutait avec lui pendant le dîner, même si Jean lisait rarement autre chose que le journal. Maintenant, la maison ressemblait à un musée dédié à une vie qui n'existait plus. Jean n'avait rien changé, rien déplacé, comme si préserver chaque chose exactement comme Marie l'avait laissée pouvait la faire revenir. Ses lunettes de lecture étaient toujours sur la table d'appoint à côté de son fauteuil, sa veste encore accrochée près de la porte. Le calendrier de la cuisine était toujours tourné à la page de mars, le dernier mois où elle avait été à la maison. Jean savait qu'il était bloqué. Ses voisins le savaient aussi. Bernadette Leroy, de la ferme voisine, était passée 2 fois le mois dernier, apportant des gratins et des plats mijotés, et beaucoup d'inquiétude. Elle s'était assise à la table de la cuisine avec Jean, buvant du café et parlant avec précaution du deuil, de la guérison et de l'importance d'aller de l'avant. Jean avait hoché la tête, l'avait remercié et avait mangé les plats, mais il n'avait pas avancé. Il avait à peine bougé. Il passait ses journées à effectuer de petites tâches nécessaires, réparer un piquet de clôture, ranger l'atelier, nettoyer le pick-up. Mais ce n'était que des moyens de remplir le temps, d'éviter de penser, de rester assez occupé pour ne pas avoir à sentir l'énorme vide là où se trouvait Marie. Il se couchait épuisé et se réveillait épuisé, et les jours se fondaient les uns dans les autres en une grisaille monotone qui aurait horrifié Marie si elle avait pu le voir. C'est Bernadette qui l'avait finalement poussé. Lors de sa dernière visite, elle s'était assise en face de lui et lui avait parlé sans détour. « Jean, tu es en train de mourir toi aussi, mais plus lentement. Marie n'aurait pas voulu ça pour toi. Tu le sais bien. » Il avait voulu protester, mais il n'avait pas pu. Elle aurait détesté le voir comme ça, vidé, agissant par automatisme, existant mais ne vivant pas vraiment. Ce soir-là, Jean avait sorti l'album photo relié en cuir de l'étagère. Marie l'avait tenu à jour fidèlement, ajoutant des photos au fil des ans, le jour de leur mariage, les différentes fermes où ils avaient travaillé,
les animaux qu'ils avaient sauvés, des moments de quiétude capturés sur pellicule. Ils s'étaient assis à la table de la cuisine et avaient tourné les pages lentement, se remémorant chaque instant, chaque phase de leur vie commune. Vers la fin, il avait trouvé une photo d'eux à la source, prise pour leur 20e anniversaire de mariage, lorsqu'ils étaient retournés sur les lieux de leur rencontre. Ils souriaient tous les deux, le bras de Jean autour des épaules de Marie, le coucher de soleil sur les causses rougeoyant derrière eux. Marie avait écrit en dessous, de sa belle écriture soignée, là où tout a commencé, là où nos cœurs se sont reconnus. Jean avait fixé cette photo pendant 1 heure, et quelque chose avait basculé en lui. Marie lui avait demandé de disperser ses cendres à cette source. Elle avait été claire, précise, et il avait promis. 6 mois, c'était assez longtemps pour se soustraire à cette promesse. Il était temps de l'honorer, temps de lui donner ce qu'elle avait demandé, temps de lui dire au revoir correctement. Le lendemain matin, il avait commencé à préparer le voyage. La source était à 3 jours de cheval dans les causses, accessible uniquement à cheval ou à pied. Il lui faudrait des provisions, de l'eau, un sac de couchage, de quoi nourrir son cheval et lui-même. Il travaillait méthodiquement, faisant des listes, vérifiant son équipement, planifiant l'itinéraire qu'il avait emprunté des dizaines de fois au fil des ans. Il n'avait parlé de ses plans à personne. Bernadette aurait insisté pour l'accompagner ou envoyer quelqu'un avec lui, et Jean avait besoin de faire cela seul. C'était son deuil, son adieu, son voyage à accomplir. Il prépara ses affaires avec soin, assez d'eau pour 3 jours aller et 3 jours retour. De la nourriture sèche, du café, une trousse de premiers secours, des cartes, même s'il connaissait le chemin par cœur. Il prépara son cheval, Rustique, un hongre-bai de 15 ans qui était avec eux depuis une décennie. Rustique était calme et fiable, le genre de cheval qui ne s'effarouchait pas des ombres ou ne se plaignait pas des longues journées. Le matin de son départ, il se leva avant l'aube. Il avait déjà chargé Rustique la veille au soir, vérifié 2 fois chaque sangle et chaque boucle. L'urne en cuivre tenait solidement dans sa sacoche de selle, enveloppée dans un tissu doux. Il avait aussi emporté l'album photo, incapable de le laisser derrière lui, voulant garder le visage de Marie près de lui, même pour ce dernier voyage. Il se tint une dernière fois dans la cuisine, regardant la maison qu'ils avaient construite ensemble. Le vide le pressait, mais en dessous, il y avait autre chose maintenant, une sorte de résolution déterminée. Il faisait ce que Marie avait demandé. Il tenait sa promesse. Peut-être qu'après cela, il pourrait trouver un moyen de continuer à vivre. Jean ferma la porte à clé, monta sur Rustique, et tourna le cheval vers le plateau aride alors que le soleil commençait à peindre le ciel oriental de lumière. La grange se dressait, vide, derrière lui. Les enclos étaient silencieux. La terre s'étendait à l'infini devant lui. Il toucha le bord de son chapeau, un geste qu'il faisait toujours en partant en voyage, et pressa Rustique en avant. Il n'avait aucune idée que 3 jours plus tard, il rencontrerait une ânesse poussiéreuse qui changerait tout. Il n'avait aucune idée que le cadeau de Marie ne s'était pas terminé avec sa mort, qu'elle avait planifié ce moment avec un amour qui transcendait la tombe. Il savait seulement qu'il avait une promesse à tenir, et 3 jours de course entre lui et son accomplissement. Derrière lui, la ferme rapetissait au loin. Devant, le Larzac attendait, vaste et ancien, détenant des secrets que Jean ne comprenait pas encore. Jean s'enfonça dans les causses du Larzac aux premières lueurs du jour, regardant le paysage s'animer de couleurs alors que le soleil franchissait les crêtes lointaines. La température était encore supportable à cette heure, l'air portant l'odeur nette et âpre du thym, du romarin et des buis. À midi, ce serait brutal, le genre de chaleur qui faisait danser les mirages à l'horizon et transformait les ombres en biens précieux. Mais pour l'instant, la chevauchée était agréable. Rustique avançait d'un pas régulier sous lui, une allure facile qui pouvait dévorer les kilomètres sans effort. Jean avait parcouru cette route de nombreuses fois au fil des ans, assez pour connaître chaque repère, chaque source d'eau fiable, chaque endroit où établir un campement. La source, où il avait rencontré Marie, se trouvait à environ 110 km au sud-est, plus profondément dans les terres que la plupart des gens n'avaient de raison de s'aventurer. Il faudrait 3 jours à une allure prudente, en tenant compte du repos et de la chaleur de la mi-journée. Le paysage s'étendait dans toutes les directions, des étendues plates de calcaire fissuré, rompues par des cahots rocheux et des avennes profonds, la terre variant du sable pâle au sol rouge ocre. Une végétation clairsemée ponctuait le terrain, des genévriers aux bras tordus, des touffes de sauge et de lavande sauvage, quelques chênes kermès survivant dans une doline.
Le ciel virait déjà à ce bleu féroce et sans nuages qui ne promettait aucun soulagement du soleil. Jean laissa son esprit vagabonder au rythme de la marche de Rustic, un mouvement méditatif et familier. Il pensait à Marie, comme il pensait à elle constamment depuis 6 mois. Des souvenirs spécifiques lui venaient sans crier gare. Son rire quand il avait accidentellement teint toute leur lessive en rose en lavant une chemise rouge avec le blanc. La façon dont elle se blottissait contre lui les matins froids, lui volant sa chaleur. Comment elle chantait faux en travaillant avec les animaux, sans se soucier de qui l'entendait. Il se surprit à parler à l'urne dans sa sacoche, exprimant à voix haute des pensées qu'il avait gardées enfermées. Tu te souviens de cette fois où on a été surpris par la crue soudaine près de Millau? Tu as ri tout le chemin du retour, trempé jusqu'aux os. Tu as dit que c'était le plus amusant que tu aies eu depuis des années. Sa voix sonnait étrange dans le silence des causses, mais il n'y avait personne pour l'entendre, personne pour le juger. La première journée se passa tranquillement. Jean s'arrêta à midi pour se reposer, Rustic à l'ombre d'une formation rocheuse, rationnant soigneusement l'eau pour eux deux. Il mangea du saucisson sec et du pain de campagne sans en sentir le goût, l'esprit ailleurs. L'après-midi, il passa près du lit d'une rivière asséchée qu'ils avaient explorée une fois avec Marie, trouvant des tessons de poterie anciens qu'ils avaient soigneusement laissés en place, respectant l'histoire imprégnée dans cette terre. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon ouest, Jean établit son campement dans un creux protégé entre 2 crêtes rocheuses. Il décella Rustic, le frictionna, et installa son sac de couchage. Un petit feu offrait lumière et réconfort, alors que le plateau se refroidissait rapidement avec le coucher du soleil. Jean fit chauffer du café, l'odeur amère se mêlant à la fumée, et s'assit en regardant les étoiles émerger dans le ciel qui s'assombrissait. Premier jour de fête, dit-il à l'urne, qu'il avait placée sur une pierre plate près du feu. Plus que 2. Je tiens ma promesse, Marie. Je la tiens. Il dormit mal, comme toutes les nuits depuis sa mort, se réveillant fréquemment pour fixer des étoiles inconnues et sentir le poids de la solitude l'écraser. Mais il se réveilla avant l'aube, plia son campement avec une efficacité routinière, et continua vers le sud-est alors que le soleil se levait derrière lui. La deuxième matinée commença comme la première, Rustic avançant d'un pas régulier, le cause s'éveillant autour d'eux. Jean était perdu dans ses souvenirs et sa conversation avec quelqu'un qui ne pouvait pas répondre. Mais vers le milieu de la matinée, quelque chose attira son attention. Un petit nuage de poussière sur la piste derrière lui, peut-être à 1,5 km. Jean arrêta Rustic et se retourna en selle, protégeant ses yeux de l'éblouissement. Un autre voyageur, peut-être. Le Larzac n'était pas complètement vide, bien qu'il soit rare de voir quelqu'un si loin des routes principales. Jean observa pendant quelques minutes, mais le nuage de poussière ne semblait ni se rapprocher ni s'éloigner, juste maintenir la distance. Étrange, mais pas alarmant. Il fit avancer Rustic et continua. À midi, le nuage de poussière était toujours là. Jean s'était arrêté 2 fois pour vérifier, et chaque fois, ceux qui le suivaient s'étaient arrêtés aussi, restant à peu près à la même distance. La curiosité se mêlait maintenant à une légère inquiétude. Si quelqu'un le suivait délibérément, pourquoi ne pas le rattraper? S'il ne le suivait pas, pourquoi maintenir cette distance exacte? Jean établit son camp plus tôt que prévu cet après-midi-là, choisissant un endroit avec une bonne visibilité dans toutes les directions. Il voulait voir qui ou quoi le suivait. Il décella Rustic, installa son sac de couchage et alluma un feu, tout en surveillant la piste derrière lui. C'est presque au coucher du soleil qu'il le vit enfin clairement. Une petite silhouette gris-brun se déplaçant régulièrement à travers la garrigue. Pas un cheval, pas une personne à pied. Quelque chose de plus petit, à 4 pattes, avançant avec ce qui ressemblait à une détermination têtue. Une ânesse, une satanée ânesse, le suivait à travers le causse. Jean se leva, les mains sur les hanches, regardant l'animal approcher. Il s'arrêta à environ 50 mètres de son camp, se tenant parfaitement immobile, comme s'il attendait la permission de s'approcher. Même à cette distance, Jean pouvait voir qu'elle était débraillée et couverte de poussière, avec de longues oreilles et un corps trapu typique de sa race. « Et » cria Jean en agitant son chapeau. « Allez, oust ! Fiche le camp !» L'ânesse ne bougea pas, se contentant de le regarder avec ce qui semblait être une patience infinie. Jean ramassa une petite pierre et la lança dans la direction de l'ânesse, visant délibérément à côté mais espérant l'effrayer. L'ânesse recula de quelques pas, puis s'arrêta de nouveau, toujours en l'observant.
Je n'ai pas besoin de compagnie, cria Jean, entendant la frustration dans sa propre voix. Va retrouver ton propriétaire. Rentre chez toi. L'ânesse resta sur place. Après quelques minutes de plus de cette impasse, elle baissa la tête et commença à brouter l'herbe sèche et rare, s'installant apparemment pour la soirée juste en bordure du camp de Jean. Jean retourna à son feu, irrité et confus. D'où venait cet animal? Il n'y avait ni ferme ni village à moins de 30 kilomètres à la ronde. S'était-elle échappée de chez quelqu'un? Avait-elle été abandonnée? Le Causse n'était pas un endroit pour un animal domestique errant seul. Il mourait de soif ou de chaleur en quelques jours. Il essaya de l'ignorer pendant le dîner, faisant chauffer des haricots et préparant du café, mais il ne cessait de jeter des coups d'œil à l'ânesse. Elle s'était légèrement rapprochée, peut-être à 40 mètres maintenant, et s'était couchée sur le sol, les pattes repliées sous elle, regardant le feu avec un intérêt apparent. Jean remarqua des détails dans la lumière déclinante. L'animal portait un licol avec une longe effilochée encore attachée, traînant sur le sol. Quelqu'un avait possédé cette ânesse, en avait pris soin suffisamment pour la dresser au licol. L'animal n'avait pas l'air affamé ou maltraité, juste poussiéreux et fatigué. Ce n'est pas mon problème, dit Jean à voix haute, essayant de s'en convaincre. Mais la voix de Marie résonna dans sa mémoire, chaque créature mérite la bonté. Il soupira, se leva et se dirigea vers sa réserve d'eau. Il versa de l'eau dans son chapeau, dont le large bord pouvait servir d'abreuvoir improvisé, et marcha à mi-chemin vers l'ânesse, posant le chapeau sur le sol. « Tiens, appela-t-il, bois si tu en as besoin, puis continue ton chemin. » Il retourna à son feu. Après quelques minutes, l'ânesse se leva et marcha prudemment jusqu'au chapeau, le renifla, puis but à longues goulées. Quand elle eut fini, elle regarda directement Jean, et il aurait juré qu'il y avait de la gratitude dans ses grands yeux bruns. L'ânesse ne partit pas. Alors que l'obscurité tombait complètement et que les étoiles apparaissaient par milliers, l'animal resta près du camp, une ombre plus sombre sur le désert sombre. Jean s'endormit, troublé, conscient de la présence juste au-delà de la lumière de son feu, se demandant ce que le matin apporterait. Il se réveilla une fois dans la nuit pour voir l'ânesse plus proche maintenant, peut-être à 20 mètres, couchée la tête haute, veillant sur le camp comme une gardienne autoproclamée. Cette vision remua quelque chose dans la poitrine de Jean, une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Un mélange d'agacement, d'affection réticente, et une reconnaissance plus profonde de quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Quand l'aube se leva le 3e matin, Jean plia son campement sous le regard de l'ânesse, qui observait depuis son poste. Il monta sur Rustique et se tourna pour regarder l'animal une dernière fois. « Je m'enfonce plus profondément dans le Causse, dit-il, se sentant stupide de parler à une ânesse. Tu devrais faire demi-tour. Trouve de l'eau. Trouve des gens. Ne me suis pas. » Il pressa Rustique en avant. Après 100 mètres, il regarda en arrière. L'ânesse suivait, maintenant cette même distance prudente, les oreilles en avant, le pas déterminé et régulier. Jean sentit sa mâchoire se crisper. Il avait une promesse à tenir, un voyage à terminer, et aucune patience pour les complications. Mais l'ânesse continuait de venir, et alors que le soleil montait plus haut et que la chaleur commençait à s'installer, Jean se surprit à regarder en arrière plus fréquemment, vérifiant l'état de la créature têtue qui avait décidé, pour des raisons qu'il ne pouvait comprendre, de suivre un homme en deuil à travers l'un des paysages les plus rudes de France. Le matin du 3e jour apporta une chaleur qui miroitait sur les rochers avant même que le soleil n'ait complètement franchi l'horizon. Jean avait renoncé à essayer de décourager l'ânesse. Elle suivait simplement, patiente et persistante, maintenant sa distance comme une ombre dévouée qui refusait d'être semée. Jean se trouva irrité par sa propre inquiétude. Toutes les heures environ, il regardait en arrière pour s'assurer que l'animal était toujours là, toujours en mouvement, pas effondré par la chaleur ou l'épuisement. Chaque fois, l'ânesse était exactement là où elle devait être, suivant régulièrement, les oreilles pivotant pour suivre les sons, choisissant son chemin avec soin sur le terrain accidenté. Au milieu de la matinée, l'irritation de Jean s'était transformée en quelque chose de plus proche de l'acceptation résignée. L'ânesse venait, qu'il le veuille ou non. Lutter contre ce fait ne faisait que gaspiller une énergie qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre de perdre. Le paysage était devenu plus dur à mesure qu'il s'enfonçait dans le Larzac. Le sol ici était plus clair, presque blanc par endroits, encrouté d'une fine couche de sel qui craquait sous les sabots de Rustique. Des affleurements rocheux s'élevaient comme d'anciennes sentinelles, leurs faces sculptées et creusées par le vent et le temps.
La végétation était rare, des buissons de genévrier dispersés, quelques chardons, pas grand-chose d'autre. L'eau serait rare jusqu'à ce qu'ils atteignent la source demain. Vers midi, lorsque la chaleur était à son comble, Jean s'arrêta à l'ombre d'un énorme rocher pour reposer Rustique. Il descendit, desserra la sangle de la selle et sortit sa gourde. En buvant, il regarda l'ânesse s'approcher, s'arrêtant à environ 10 mètres dans une parcelle d'ombre. Les flancs de l'animal se soulevaient légèrement sous l'effort, son pelage sombre de sueur sous la poussière. Elle devait avoir soif. Jean lui avait donné de l'eau la nuit dernière, mais c'était il y a près de 16 heures, et ils avaient parcouru beaucoup de terrain sous une chaleur croissante. Jean regarda ses réserves d'eau. Il avait fait ses bagages avec soin, calculant ce dont lui et Rustique auraient besoin pour 6 jours, avec une marge de sécurité. Il n'avait pas calculé pour une ânesse. Partager l'eau signifiait potentiellement en manquer pour le voyage de retour, signifiait prendre un risque qu'il n'avait pas prévu. Il regarda de nouveau l'ânesse. Ses yeux étaient à moitié fermés contre le soleil, sa posture patiente mais lasse. La voix de Marie lui revint sans qu'il l'ait appelée. Chaque créature mérite la bonté. Tu ne peux pas te détourner de la souffrance simplement parce que c'est incommode. Jean soupira, sortit son chapeau et y versa une mesure prudente d'eau. Il se dirigea vers l'ânesse, qui leva la tête avec intérêt mais ne bougea pas. Jean posa le chapeau sur le sol à mi-chemin entre eux et recula. « Allez, dit-il doucement. Je sais que tu as soif. » L'ânesse attendit un moment, comme pour évaluer sa sincérité, puis s'avança et but à longues goulées. Jean l'observa, notant comment l'animal buvait avec soin, sans se goinfrer, prenant ce dont il avait besoin mais ne gaspillant pas une goutte. Quelqu'un avait bien dressé cette ânesse, lui avait appris la survie sur le Causse. Quand le chapeau fut vide, l'ânesse leva la tête et regarda directement Jean. Pour la première fois, il étudia vraiment l'animal. Elle était petite pour une ânesse, probablement une femelle plutôt qu'un mâle, avec un épais pelage gris-brun et un museau légèrement plus clair. Le licol était en cuir usé, de bonne qualité mais vieux, et la longe effilochée suggérait que l'animal s'était échappé de quelque part. « Où est ton maître » demanda Jean, sachant qu'il n'obtiendrait pas de réponse, mais ayant besoin de poser la question à voix haute. « Pourquoi es-tu ici toute seule » Les oreilles de l'ânesse pivotèrent vers l'avant, entièrement concentrées sur lui comme si elle essayait de comprendre les mots. Jean se surprit à s'approcher, tendant lentement la main. L'ânesse ne tressaillit pas, lui permettant de toucher son cou poussiéreux. Le pelage était rêche sous sa paume, et il pouvait sentir la chaleur solide de l'animal, le fort battement de cœur sous la peau. « Tu me rappelles quelqu'un » dit doucement Jean, un souvenir s'agitant. « Marie a sauvé une ânesse il y a des années. Elle nous est arrivée à moitié morte de faim, couverte de plaies dues à des coups. Elle a passé des mois à l'apprivoiser, à gagner sa confiance. » Il s'arrêta, se souvenant. « Elle la suivait partout, tout comme tu me suis. » L'ânesse se pencha légèrement contre sa main, un geste de confiance qui prit Jean au dépourvu. Quelque chose dans sa poitrine se serra, une émotion qu'il avait soigneusement évitée pendant des mois, quelque chose qui ressemblait dangereusement à un lien. Il retira sa main et retourna vers Rustique, déstabilisé par sa propre réaction. Ce n'était qu'un animal errant, probablement perdu. Certainement pas sa responsabilité. Après avoir dispersé les cendres de Marie demain, il retournerait à la civilisation et signalerait l'ânesse au service de protection animale. Quelqu'un viendrait la chercher, trouverait son propriétaire ou un nouveau foyer. C'était le plan sensé. Mais alors qu'il resserrait la sangle de Rustique et se préparait à repartir, Jean se surprit à parler de nouveau à l'ânesse. « Tu peux continuer à suivre si tu veux, mais je ne te promets rien. Ce n'est pas une mission de sauvetage. » La réponse de l'ânesse fut de se mettre derrière Rustique dès que Jean fut en selle, maintenant cette même distance prudente, mais restant assez proche pour que Jean puisse entendre le bruit de ses sabots sur le sol dur. Ils voyagèrent tout l'après-midi, Jean perdu dans ses pensées. Il avait été seul avec son chagrin pendant si longtemps, maintenant soigneusement ses distances avec tous ceux qui essayaient de l'aider. Bernadette et les autres voisins avaient de bonnes intentions, mais leur sympathie ressemblait à une pression, à des attentes qu'ils ne pouvaient pas satisfaire. Ils voulaient qu'il aille bien, qu'il aille de l'avant, qu'il guérisse selon leur calendrier. Mais l'ânesse ne lui demandait rien. Elle suivait simplement, silencieuse et constante, ne nécessitant qu'un peu d'eau de temps en temps, et semblant se contenter de l'attention que Jean choisissait de lui accorder. Il y avait quelque chose de profondément paisible dans cette simple compagnie.
Alors que le soleil commençait sa descente, Jean se mit à chercher un endroit pour camper. Il trouva un bon emplacement dans un petit canyon où les parois rocheuses offriraient une certaine protection contre le vent. Un genévrier mort fournissait du bois de chauffage, et le sol sablonneux était relativement plat. Il décella rustique et installa son campement avec une efficacité routinière, allumant un petit feu. À la tombée de la nuit, l'ânesse s'installa à proximité, plus près que la nuit précédente, peut-être à 15 mètres du feu. Jean fit chauffer des haricots et du café, et sur une impulsion, il ouvrit une deuxième boîte de haricots et en versa la moitié dans son assiette en fer blanc. Il se dirigea vers l'ânesse et posa l'assiette sur le sol. « J'ai pensé que tu apprécierais autre chose que des broussailles et de l'herbe sèche. » L'ânesse mangea avec reconnaissance, et Jean la regarda, surpris de la satisfaction qu'il ressentait à pourvoir aux besoins d'un autre être vivant. Il avait passé 6 mois dans l'isolement, ne s'occupant de rien, s'occupant à peine de lui-même. Ce simple acte de nourrir un animal errant remua quelque chose qu'il croyait mort. De retour à son feu, Jean sortit l'album photo relié en cuir. Il l'avait transporté dans sa sacoche, mais il avait hésité à l'ouvrir, craignant les émotions qu'il pourrait déchaîner. Ce soir, avec la présence silencieuse de l'ânesse à proximité et le vaste causse autour de lui, il se sentit prêt. Il tourna lentement les pages à la lueur du feu, s'arrêtant sur des photographies qui capturaient des moments de sa vie avec Marie. Le jour de leur mariage, tous deux si jeunes et pleins d'espoir. La ferme à ses débuts, avant que le travail de sauvetage ne commence. Marie, avec divers animaux au fil des décennies, son sourire constant, son amour pour chaque créature évident dans la façon dont elle les tenait, les regardait. Vers le milieu de l'album, une fiche de recette tomba, flottant jusqu'au sol. Jean la ramassa, reconnaissant immédiatement l'écriture de Marie. C'était sa recette de clafoutis aux pêches, écrite de sa main soignée, avec une note en bas, l'amour est patient. Jean fixa ces 3 mots, les sentant résonner dans sa poitrine. Marie avait été patiente avec lui, avec chaque animal abîmé qu'elle avait aidé, avec la vie elle-même. Elle avait compris que la guérison ne pouvait pas être précipitée, que la confiance devait se gagner lentement, que certaines blessures avaient besoin de temps et de douceur pour se refermer. Il regarda l'ânesse, qui s'était couchée pour la nuit, ses yeux reflétant la lumière du feu. Peut-être que c'était ça, cette compagnie inattendue. La patience de Marie, s'étendant au-delà de la mort, lui rappelant que la guérison était possible, que la connexion n'avait pas besoin d'être compliquée, que parfois, la plus simple des bontés était la plus importante. Jean remit soigneusement la fiche de recette dans l'album. Il ajouta du bois au feu et s'assit en regardant les flammes danser, se sentant moins seul qu'il ne l'avait été depuis des mois. Demain, il atteindrait la source. Demain, il disperserait les cendres de Marie et lui dirait adieu. Mais ce soir, il avait un feu, une ânesse, et les premiers frémissements de quelque chose qui pourrait éventuellement devenir la paix. « Je crois que je vais t'appeler Marguerite, dit-il doucement à l'ânesse. Si tu comptes rester dans les parages, autant avoir un nom. » Les oreilles de l'ânesse tressaillirent dans sa direction, et Jean sourit pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. Jean se réveilla le 4e matin et trouva Marguerite endormie plus près du camp que la veille, peut-être à 3 mètres de son sac de couchage. L'ânesse avait dû se déplacer pendant la nuit, cherchant la chaleur du feu mourant, ou peut-être simplement le réconfort de la proximité. Jean étudia l'animal dans la lumière grise de l'aube, notant la manière paisible dont elle se reposait, les pattes repliées sous son corps, la tête tombante dans le sommeil. Quelque chose avait changé en lui. Il avait quitté la ferme 3 jours plus tôt, déterminé à accomplir ce voyage seul, à affronter son chagrin dans la solitude, à dire au revoir à Marie sans témoin ni complication. Mais la présence de Marguerite avait changé les choses d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. La compagnie était sans exigence, le lien simple. L'ânesse ne demandait rien, sauf un peu d'eau et d'acceptation. En retour, elle offrait une présence constante, une compréhension patiente et une raison de se soucier de quelque chose au-delà de sa propre douleur. Alors que Jean s'agitait, Marguerite leva la tête et le regarda de ses grands yeux intelligents. Jean réalisa qu'il pensait à l'ânesse comme à une femelle depuis la nuit dernière. Un instinct lui disait que l'animal était une femelle. Il lui fit un signe de tête comme il l'aurait fait à n'importe quel compagnon saluant le jour. « Bonjour, Marguerite. » L'ânesse se leva et s'étira, secouant la poussière de son pelage. Puis elle se dirigea vers le bord du camp et attendit que Jean se prépare pour la journée. Il partagea son saucisson sec avec elle, ravi de la délicatesse avec laquelle elle prit l'offrande de sa paume,
ses lèvres douces et gentilles. Alors que Jean les rustiques, il se surprit à parler à Marguerite comme il parlait autrefois à Marie, expliquant ses pensées, partageant des souvenirs, exprimant des questions auxquelles il ne s'attendait pas à avoir de réponse. Cela semblait naturel, confortable, comme avoir une conversation avec une vieille amie qui se contentait d'écouter sans jugement ni conseil. C'est aujourd'hui, dit-il en resserrant la sangle de rustique. Nous atteindrons la source cet après-midi. C'est là que Marie et moi nous sommes rencontrés il y a 40 ans. Il s'arrêta, l'émotion lui nouant la gorge. J'ai repoussé ça pendant 6 mois, mais je ne peux plus l'éviter. Je lui ai fait une promesse. Marguerite le regarda avec ce qui semblait être de la compréhension, et Jean se sentit reconnaissant de sa présence. La pensée d'atteindre la source seule l'avait accablé depuis le début de ce voyage. Avoir un témoin, même un témoin à 4 pattes, rendait la tâche moins isolante. Ils partirent alors que le soleil franchissait l'horizon, peignant le causse de nuances d'or et de rose. Le paysage ici était familier à Jean. Lui et Marie avaient emprunté cette route lors de leur voyage d'anniversaire, retournant toujours à l'endroit où leur histoire avait commencé. Chaque formation rocheuse déclenchait un souvenir. Chaque virage du sentier contenait des échos de conversations passées. Jean raconta Marie à Marguerite, les mots coulant plus facilement que lorsqu'il avait essayé de parler à des amis humains. Il décrivit leur première rencontre à la source, à quel point il avait été jeune et nerveux, comment la confiance de Marie l'avait attiré. Il parla de leur mariage, des premières années de construction de la ferme, des rythmes tranquilles de leur vie commune. « Nous n'avons jamais eu d'enfant, dit-il, entendant la vieille tristesse dans sa voix. Marie ne pouvait pas. Elle l'a découvert quand elle avait 25 ans, une complication d'une maladie infantile. Ça lui a brisé le cœur pendant un moment. Il s'arrêta, se remémorant ces mois difficiles. Mais elle a déversé tout cet amour sur les animaux à la place. Chaque sauvetage était comme sauver un enfant pour elle. Elle leur donnait tout son cœur. Marguerite trottait derrière Rustique, sa présence un réconfort, son écoute patiente rendant plus facile d'exprimer des vérités que Jean avait gardées enfermées à l'intérieur. Vers midi, alors qu'il s'arrêtait pour se reposer à l'ombre d'un surplomb rocheux, Jean fouilla dans sa sacoche, cherchant la carte qu'il avait emportée. Sa main se referma sur quelque chose d'inattendu, un petit objet dur enveloppé dans un tissu. Il le sortit, curieux, et le déballa lentement. La boussole de Marie. La boussole de son grand-père, celle qu'elle avait emportée à chaque randonnée, chaque voyage de camping, chaque excursion dans l'arrière-pays. Le boîtier en laiton était usé et lisse par des décennies de manipulation. Le verre était rayé mais toujours clair. Jean l'ouvrit, regardant l'aiguille osciller et se stabiliser, pointant le nord avec une certitude mécanique. Il n'avait pas emballé ça. Il en était absolument certain. Ce qui signifiait que Marie avait dû la cacher dans son équipement avant de mourir, sachant qu'il la trouverait quand il en aurait le plus besoin. Les mains de Jean tremblaient en tenant la boussole, sentant le poids de son amour, de sa prévoyance, de sa détermination à prendre soin de lui, même après son départ. Elle avait été faible ces derniers jours, pouvait à peine lever les bras, mais elle avait trouvé la force de cacher cela dans ses affaires, un cadeau pour le guider lorsqu'il ferait enfin ce voyage. Les larmes vinrent, dures et rapides, brisant le barrage qu'il avait soigneusement maintenu pendant des mois. Jean s'assit lourdement sur un rocher, la boussole serrée dans son poing, et pleura Marie, leur vie ensemble, l'avenir qu'il n'aurait jamais, la douleur insupportable de manquer quelqu'un qui avait été son monde entier. Marguerite s'approcha et se tint à côté de lui, assez près pour qu'il puisse sentir sa chaleur, sa présence solide. Jean tendit la main à l'aveuglette et enroula son bras autour du cou de l'ânesse, enfouissant son visage dans son pelage poussiéreux, et elle se tint parfaitement immobile, patiente et stable, pendant qu'il faisait enfin son deuil. Quand la tempête passa, Jean s'adossa et s'essuya le visage avec des mains tremblantes. Il se sentait vidé, mais aussi étrangement plus propre, comme si pleurer avait emporté une partie du poids accumulé qu'il portait. Marguerite n'avait pas bougé, ne s'était pas éloignée, elle avait simplement été là, une encre vivante au milieu de sa rupture. « Merci », murmura Jean, lui caressant le cou. « Merci d'être là. » Il rangea soigneusement la boussole dans la poche de sa chemise, juste au-dessus de son cœur, là où il pouvait la sentir contre sa peau. Marie avait su qu'il aurait besoin d'être guidé, besoin de quelque chose de tangible à quoi se raccrocher. Elle avait pensé à lui jusqu'à la toute fin, avait essayé de le préparer pour les parties les plus difficiles du voyage à venir.
La chevauchée de l'après-midi se poursuivit à travers un paysage de canyons, les formations rocheuses rouges et dorées s'élevant autour d'eux comme d'anciennes cathédrales. Jean gardait une main sur la boussole dans sa poche, puisant de la force dans le lien qu'elle représentait. Il parla davantage à Marguerite, partageant des souvenirs qu'il n'avait pas prononcés à voix haute depuis des années, des moments drôles, des moments tendres, les petits détails quotidiens qui constituaient une vie d'amour. Alors que le soleil commençait sa descente, des nuages sombres s'amoncelèrent à l'horizon ouest. Jean les observa avec des yeux expérimentés, reconnaissant les signes d'un orage se formant. Ils atteindraient la source avant que la pluie n'arrive, mais de justesse. Les premières gouttes commencèrent à tomber alors qu'ils franchissaient une dernière crête et virent la source en contrebas, une oasis de verdure dans le paysage aride. Des peupliers marquaient la source d'eau, des formations rocheuses offrant un abri sur 3 côtés. Le cœur de Jean se serra à cette vue. Il était venu ici des dizaines de fois, mais jamais comme ça, jamais en transportant les cendres de Marie, jamais en se préparant à dire le dernier adieu. La pluie se mit à tomber plus fort, soudaine et froide, et Jean pressa Rustique sur la pente vers l'abri des arbres. Marguerite suivit de près, ses sabots sur les rochers mouillés. Le temps qu'ils atteignent le bord de la source, l'orage battait son plein. Une pluie rare sur le causse, tambourinant sur les rochers, transformant la poussière en boue, remplissant l'air de l'odeur de terre mouillée et de sauge. Jean installa rapidement sa bâche entre 2 arbres, créant un abri assez grand pour lui et les animaux. Il décela Rustique et frictionna le cheval et l'ânesse, puis s'assit sous la bâche, regardant la pluie transformer le paysage autour d'eux. Marguerite s'installa à côté de lui, assez près pour que leurs corps se touchent, partageant leur chaleur dans le froid soudain. Jean lui caressa le cou distraitement, l'esprit à la tâche qui l'attendait demain. La pluie ressemblait à des larmes du ciel, comme si le causse lui-même pleurait Marie, se préparant au moment où ses cendres retourneraient en ce lieu sacré. Marie t'aurait bien aimé, dit doucement Jean à Marguerite. Elle avait un don avec les animaux, surtout ceux qui avaient besoin de patience et de compréhension. Tu as ce même esprit doux. L'orage fit rage pendant 1 heure avant de s'adoucir en une bruine régulière, puis de cesser complètement. À la tombée de la nuit, les étoiles émergèrent entre les nuages qui se déchiraient, brillantes dans le ciel lavé. Jean nourrit Marguerite avec ses provisions et se prépara un dîner simple, mais surtout, il resta assis dans l'obscurité, sentant la présence de Marie en ce lieu où leur amour avait commencé, se préparant pour le matin où il devrait la laisser partir. Le 5e matin se leva, clair et brillant. L'orage avait lavé l'air et laissé le paysage temporairement transformé. Des flaques d'eau parsemaient le sol, reflétant le ciel qui s'éclaircissait, et la végétation semblait plus verte, plus vivante. Jean se réveilla à la fois reposé et anxieux, sachant qu'aujourd'hui il accomplirait enfin la tâche qu'il évitait depuis 6 mois. Il resta allongé dans son sac de couchage, observant Marguerite, qui était déjà réveillée et broutait l'herbe fraîche qui poussait près de la source. Dans la lumière nette du matin, Jean pouvait voir des détails qu'il avait manqués auparavant. La façon dont elle se déplaçait avec une précision prudente, l'intelligence dans ses yeux, le sentiment général que c'était un animal qui avait été bien aimé et bien dressé. Alors que Jean se levait et s'étirait, préparant son petit déjeuner, Marguerite s'approcha de lui. Il lui gratta distraitement derrière les oreilles en attendant que son café bouille, et c'est là qu'il le remarqua. Un morceau de tissu délavé noué autour du cou de Marguerite, partiellement caché sous son épaisse crinière. Jean écarta la crinière et vit un foulard, autrefois rouge, mais maintenant décoloré par le soleil jusqu'à un rose poussiéreux. Son souffle se coupa. Le foulard était noué d'un nœud spécifique, un nœud coulant qui pouvait être facilement desserré ou resserré, pratique pour un animal qui pourrait avoir besoin d'ajustement en grandissant ou en maigrissant. C'était exactement le nœud que Marie utilisait toujours. Les mains de Jean tremblaient légèrement alors qu'il dénouait le foulard et l'étalait. Le tissu était usé par endroits, effiloché sur les bords, clairement vieux. Il aurait pu venir de n'importe où, être noué par n'importe qui. Les foulards rouges étaient courants dans la campagne, mais quelque chose lui semblait familier d'une manière que Jean ne pouvait pas tout à fait expliquer. La taille, la façon dont il avait été noué, même le degré de décoloration. Il le retourna dans ses mains, cherchant des marques d'identification, mais ne trouva rien. Pourtant, son cœur battait la chamade. « D'où viens-tu avec ça ?» demanda-t-il à Marguerite, qui le regardait avec des yeux calmes. « Qui t'a mis ça ?» L'ânesse, bien sûr, ne pouvait pas répondre. Mais l'esprit de Jean travaillait maintenant, tirant sur les fils de la mémoire. Il essaya de se souvenir s'ils avaient eu une ânesse au refuge qui portait un foulard rouge.
Marie attachait souvent des foulards aux animaux. Cela les rendait plus faciles à identifier de loin, et aidait les visiteurs à les distinguer. Différents animaux avaient différentes couleurs, mais le rouge avait été le préféré de Marie. Elle portait elle-même des foulards rouges, noués autour de son cou ou de sa tête lorsqu'elle travaillait au soleil. Jean étudia Marguerite plus attentivement maintenant, cherchant d'autres indices sur ses origines. Le licol était en cuir de bonne qualité, bien huilé malgré son âge. La longe effilochée suggérait que l'ânesse s'était échappée de quelque part, mais quand et où? L'animal était en bonne santé, bien nourri, clairement le compagnon précieux de quelqu'un. Alors pourquoi était-elle seule sur le causse? Tu connaissais Marie? Demanda Jean, se sentant stupide de poser la question, mais incapable de s'en empêcher. C'est elle qui t'a noué ça? Au nom de Marie, les oreilles de Marguerite se dressèrent avec un intérêt certain. Cela aurait pu être une coïncidence, l'ânesse réagissant peut-être simplement au ton de la voix de Jean, mais cela semblait être plus que ça, comme une reconnaissance. Le café de Jean déborda, oublié dans sa distraction. Il jura doucement et retira la cafetière du feu, mais son attention resta sur Marguerite et le foulard. Il essaya de se souvenir des derniers jours de fermeture du refuge, du chaos de trouver des foyers pour tous les animaux tout en gérant son deuil. Y avait-il une ânesse qu'il avait oubliée? S'était-il tellement perdu dans la douleur qu'il avait manqué quelque chose d'important? Il sortit son téléphone pour appeler le sanctuaire qui avait pris les derniers animaux, puis se souvint qu'il n'y avait pas de réseau ici. Il était à des kilomètres de la tour la plus proche, complètement isolé. La question devrait attendre son retour à la civilisation, mais le mystère le rongeait. Jean passa la matinée à examiner chaque détail de l'apparence et du comportement de Marguerite. Elle répondait à des ordres simples, arrête, viens, reste, suggérant que quelqu'un l'avait bien dressée. Elle n'avait aucune peur des humains, aucun signe d'abus ou de négligence. Ses sabots étaient récemment parés. Son pelage sous la poussière était sain et brillant. Quelqu'un s'occupait de cet animal. Et récemment. Vers midi, alors que Jean préparait un déjeuner simple, il essaya différents mots, observant les réactions de Marguerite. Quand il disait « Marie », ses oreilles se dressaient. Quand il disait « Ferme », elle déplaçait son poids avec un intérêt apparent. Quand il disait « Maison », elle émit un son doux au fond de sa gorge, pas tout à fait un braiement, plutôt un murmure interrogateur. « Tu es l'ânesse de quelqu'un », dit Jean avec certitude. Quelqu'un qui sait comment Marie dressait les animaux. Quelqu'un qui utilise ses nœuds, ses méthodes. Il s'arrêta, une pensée lui venant à l'esprit. Quelqu'un qui savait que je faisais ce voyage. L'idée semblait farfelue même en la formulant. Qui aurait pu savoir? Il n'avait parlé de ses plans à personne. Il avait quitté la ferme seul, sans mentionner à aucun voisin où il allait ni pourquoi. Il aurait dû être impossible pour quiconque de prédire son itinéraire ou son timing. Sauf si Marie le leur avait dit avant de mourir. Sauf si quelqu'un qui avait été proche de Marie dans ces derniers jours connaissait la source, la promesse de Jean, le voyage qu'il devrait finalement faire. Quelqu'un qui avait gardé Marguerite en sécurité et en bonne santé jusqu'au bon moment, puis avait arrangé d'une manière ou d'une autre que l'ânesse trouve Jean sur le causse. Cela ressemblait au scénario d'un film. Trop pratique, trop orchestré. Mais Jean avait appris en 40 ans avec Marie qu'elle était une planificatrice, quelqu'un qui anticipait, qui essayait de prendre soin des gens et des animaux qu'elle aimait, même quand elle ne pouvait pas être là elle-même. Elle avait caché la boussole. Qu'aurait-elle pu arranger d'autre? Jean examina de nouveau le foulard, regardant cette fois l'ourlet. Là, si délavé qu'il avait failli les manquer, se trouvaient des initiales brodées d'un fil autrefois blanc, mais maintenant jauni par le temps. La couture était grossière, le genre de travail que quelqu'un ferait à la main, pas professionnellement. Jean traça les lettres avec son doigt. M. D. Marie Dubois. La vision de Jean se brouilla de larmes. C'était le foulard de Marie, un qu'elle avait porté elle-même puis donné à un animal qu'elle aimait. Il se souvenait d'elle assise sur le porche le soir, brodant à la main des initiales sur ses affaires, foulard, mouchoir, les coins des couvre-lits. Elle disait que c'était démodé, mais elle aimait la touche personnelle, la façon dont cela rendait les choses vraiment siennes. Elle te connaissait, murmura Jean à Marguerite, la voix brisée. Tu étais l'une des siennes, une qu'elle a sauvée. Mais laquelle, et quand? Et comment Marguerite s'était-elle retrouvée ici, à cet endroit exact, à ce moment précis?
Jean passa l'après-midi à la source, essayant de résoudre le puzzle tout en se préparant émotionnellement à la tâche qui l'attendait. Demain était le jour où il avait initialement prévu de disperser les cendres, mais il se surprit à vouloir attendre un jour de plus, pour en savoir plus sur la présence de Marguerite avant de conclure ses adieux. Le soir tombant, Jean s'assit au bord de l'eau avec Marguerite à ses côtés. Il tenait le foulard dans une main et la boussole de Marie dans l'autre, deux liens tangibles avec sa femme, deux pièces du mystère qu'elle avait laissé derrière elle. « Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-il à voix haute. Mais je sais que Marie a quelque chose à voir avec ça. Je sais qu'elle t'a envoyé à moi d'une manière ou d'une autre. J'aimerais juste savoir pourquoi et comment, et ce que tout cela signifie. » Marguerite appuya sa tête contre son épaule, un geste de pure affection et de confiance. Jean enroula son bras autour de son cou et s'assit en regardant les étoiles émerger, sentant la présence de Marie plus fortement qu'il ne l'avait fait depuis le jour de sa mort, se demandant quels autres secrets et cadeaux elle lui avait laissé à découvrir. Jean se réveilla le 6e matin avec une détermination brûlante dans la poitrine. Il avait passé la moitié de la nuit éveillé, pensant au foulard, à Marie, au timing impossible de l'apparition de Marguerite. Il devait y avoir plus d'indices, plus de pièces à ce puzzle. Marie avait été méticuleuse en tout, surtout dans ces derniers mois. Si elle avait arrangé que cette ânesse le trouve, elle aurait laissé des preuves, un moyen pour lui de comprendre. Dans la lumière grise de l'aube, Jean examina chaque centimètre du licol et de l'équipement de Marguerite. Le licol était en vieux cuir de bonne qualité, avec des ferrures en laiton qui s'étaient ternies avec l'âge et l'usage. La longe, bien qu'effilochée, montrait le même entretien soigné. Quelqu'un avait pris soin de cet équipement, l'avait maintenu fonctionnel même en vieillissant. Les doigts de Jean trouvèrent un petit anneau sur le côté du licol où une longe pouvait être attachée. Quelque chose y était enfilé, quelque chose qu'il avait manqué lors de ses examens précédents. Il le dégagea avec précaution, une petite clochette en laiton, ternie de vert de gris par endroits, mais encore intacte. La clochette produisit un tintement doux et clair alors qu'il la tenait à la lumière naissante. Il la tourna lentement, examinant chaque angle, et là, sur la surface bombée, il trouva ce qu'il cherchait. Une gravure, usée mais encore lisible. Un seul mot, en écriture soignée, espoir. Les jambes de Jean flageolèrent. Il s'assit lourdement sur le sol, la clochette serrée dans sa main tremblante, un souvenir déferlant avec une telle force qu'il eut l'impression d'être frappé. Espoir. Le dernier sauvetage de Marie, celui qu'elle avait ramené à la maison 3 mois avant son diagnostic. Jean avait été si occupé à la ferme ce printemps-là, aux prises avec une clôture problématique et un cheval malade, qu'il avait à peine prêté attention lorsque Marie était apparue avec une jeune ânesse en détresse. Elle l'avait trouvée abandonnée au bord de la route, gravement dénutrie, couverte de plaies dues à un harnais mal ajusté, terrifiée par le contact humain. Marie l'avait nommée Espoir parce qu'elle disait que l'animal représentait l'espoir d'un meilleur traitement, l'espoir de la guérison, l'espoir que la cruauté pouvait être surmontée par la bonté. Elle avait passé d'innombrables heures avec cette ânesse, gagnant lentement sa confiance, soignant ses blessures, lui redonnant des forces. Jean se souvenait d'être passé devant la grange et d'avoir entendu Marie chanter pour Espoir, sa voix douce et patiente alors qu'elle brossait le pelage de l'animal ou lui offrait des friandises de sa paume. Et puis Marie était tombée malade, et tout le reste était passé au second plan. Le monde entier de Jean s'était réduit au rendez-vous chez le médecin, au calendrier de traitement et au lent et terrible processus de voir sa femme mourir. Il ne se souvenait pas de ce qui était arrivé à Espoir dans le chaos. Ne se souvenait pas si elle faisait partie des animaux qu'il avait placés ou si autre chose avait été arrangée. Mais debout devant lui maintenant, portant le foulard de Marie et la clochette de Marie, se trouvait une ânesse en bonne santé, bien soignée, qui répondait au nom de Marie et suivait Jean à travers le causse avec une détermination qui semblait presque intentionnelle. « Espoir », dit Jean à voix haute, testant le nom. Les oreilles de l'ânesse se dressèrent immédiatement, ses yeux s'illuminant d'une reconnaissance indubitable. « C'est toi, n'est-ce pas ? Tu es l'espoir de Marie. » L'ânesse Espoir s'avança et pressa son front contre la poitrine de Jean, un geste qu'il se souvint soudain de l'avoir vu faire avec Marie. C'était sa façon de demander de l'affection, de montrer sa confiance. Jean enroula ses bras autour du cou d'Espoir et la serra fort, pleurant de nouveau, submergé par la prise de conscience que le dernier sauvetage de Marie, son dernier acte de compassion avant que la maladie ne réclame son attention, était ici avec lui maintenant. Mais des questions subsistaient. Qu'était-il arrivé à Espoir après la mort de Marie ? Jean avait supervisé le placement de chaque animal dont il pouvait se souvenir, mais il avait agi dans un brouillard de deuil,
par automatisme, à peine fonctionnel. Espoir faisait-elle partie de ces animaux, ou quelque chose d'autre avait-il été arrangé, quelque chose qu'il avait manqué ou oublié? Jean examina de nouveau la clochette, cherchant d'autres marques. Au dos, il trouva une autre gravure, plus récente et dans une écriture différente, pour le voyage. M. Qui était M? Jean passa en revue tous ceux qu'il connaissait, tous ceux avec qui Marie avait travaillé. Bernadette Leroy, la voisine. Mais non, Bernadette n'avait pas été impliquée dans l'opération de sauvetage. Michel. Non, c'était le mari de Monique, décédé il y a des années. Monique Durand. La meilleure amie de Marie, son associée dans la gestion du refuge, la personne en qui elle avait le plus confiance au monde après Jean lui-même. Monique avait été là pendant la maladie de Marie, lui rendant visite quand Jean ne supportait de voir personne d'autre, s'asseyant avec Marie pendant les pires jours, aidant aux décisions concernant les animaux du refuge quand Jean était trop dépassé pour penser clairement. Monique avait pleuré à l'enterrement, avait essayé de parler à Jean après, mais il avait repoussé tout le monde dans son chagrin, y compris elle. Monique avait-elle gardé espoir? Avait-elle pris soin du dernier sauvetage de Marie pendant tous ces mois? Et si oui, comment Espoir s'était-elle retrouvée sur le Causse, suivant l'itinéraire de Jean jusqu'à la source? Le soleil était maintenant complètement levé, réchauffant l'air frais du matin. Jean se leva et se dirigea vers le bord de la source, Espoir le suivant de près. Cet endroit où lui et Marie s'étaient rencontrés pour la première fois il y a 40 ans était devenu le centre d'un mystère qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qu'il commençait à reconstituer. Marie savait qu'elle allait mourir. Elle avait caché la boussole pour lui, avait essayé d'innombrables façons de le préparer à la vie sans elle. Et si elle avait pris des dispositions avec Monique au sujet d'Espoir? Et si elles avaient planifié cela ensemble? Marie, sachant que Jean ferait éventuellement ce voyage pour disperser ses cendres. Monique, sachant quand et comment s'assurer qu'Espoir serait là pour l'accompagner. Cela semblait impossible, trop complexe, trop de variables qui auraient pu mal tourner. Mais Marie avait toujours été une planificatrice, et Monique était intelligente et capable. Si quelqu'un pouvait orchestrer quelque chose comme ça, ce serait elles deux, travaillant ensemble. Jean avait besoin d'en être certain. Il sortit son téléphone satellite, espérant contre tout espoir un signal si près de la source. Rien. Il était encore trop loin de la civilisation, trop profondément dans le cœur vide du Causse. Il devrait attendre son retour à la maison pour appeler Monique, pour poser les questions qui lui brûlaient l'esprit. Mais debout ici avec espoir, portant le foulard de Marie et la clochette de Marie, Jean sentait la présence de sa femme si fortement qu'elle en était presque physique. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'amour s'étendant au-delà de la mort, l'amitié honorant les dernières volontés d'une mourante. Deux femmes qui avaient compris que Jean aurait besoin de ça, besoin de la compagnie d'espoir, besoin du mystère à résoudre, besoin d'une raison de continuer à vivre au-delà de son propre chagrin. Elle a planifié ça, dit Jean à Espoir, caressant le cou poussiéreux de l'ânesse. N'est-ce pas? Marie et Monique. Elles ont tout organisé. Se sont assurées que tu serais là quand j'en aurais le plus besoin. Espoir frotta sa main, ses yeux sombres contenant des profondeurs de compréhension qui semblaient impossibles pour un animal, mais indéniablement présentes. Jean pensa à tous les jours depuis la mort de Marie, au vide et à l'isolement, à la façon dont il avait repoussé tout le monde et s'était vautré dans sa douleur. Et il pensa à ses derniers jours avec espoir. Comment sa simple présence avait ouvert quelque chose en lui, lui avait fait se souvenir comment prendre soin, comment se connecter, comment ressentir quelque chose au-delà du chagrin. Le soleil monta plus haut, réchauffant le Causse, donnant vie aux herbes nourries par la source et aux fleurs sauvages qui s'épanouissaient après la pluie de la veille. Jean décida d'attendre un jour de plus avant de disperser les cendres. Il avait besoin de comprendre pleinement, de reconstituer le cadeau que Marie lui avait laissé. D'honorer non seulement sa mort, mais l'amour qui avait motivé cet acte de soin élaboré. Il passa la journée à la source avec espoir, lui parlant comme il parlait à Marie, partageant des souvenirs et des pensées, et le sentiment lentement grandissant que la vie pourrait être à nouveau possible. L'ânesse écoutait avec une attention patiente, répondant occasionnellement par de petits sons ou des gestes qui semblaient parfaitement synchronisés avec ses besoins émotionnels. À l'approche du soir, Jean s'assit sur les rochers où lui et Marie s'étaient assis il y a 40 ans, Espoir à ses côtés, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de pourpre. Demain, il disperserait les cendres. Demain, il dirait son adieu. Mais ce soir,
il se sentait moins seul qu'il ne l'avait été depuis des mois, entouré de preuves d'un amour qui persistait au-delà de la mort, soutenu par la présence d'un animal qui avait été envoyé pour le guider à travers le voyage le plus sombre de sa vie. Le 7e matin arriva avec une clarté que Jean n'avait pas ressentie depuis avant la mort de Marie. Il se réveilla en sachant que c'était le jour où il tiendrait enfin sa promesse, disperserait ses cendres à la source où leur amour avait commencé, et dirait l'adieu qu'il évitait depuis 6 mois. Mais d'abord, il devait vérifier une dernière fois l'équipement d'espoir. Le mystère de son apparition le taraudait encore, et un instinct lui disait qu'il n'avait pas encore trouvé tous les indices. Marie avait été minutieuse en tout. Si elle avait planifié cela, elle aurait laissé plus qu'un simple foulard et une clochette. Jean s'agenouilla à côté d'Espoir alors qu'elle broutait près de la source, passant soigneusement ses mains sur chaque centimètre de son licol. Le cuir était souple malgré son âge, et alors que ses doigts contournaient les ferrures en laiton, il sentit quelque chose qu'il avait manqué auparavant, une petite étiquette plastifiée attachée à un anneau sur le côté du licol, cachée sous l'épaisseur de la crinière d'Espoir. Il la dégagea et la tint à la lumière du matin. C'était une étiquette de suivi vétérinaire, du genre que les cliniques attachent aux animaux après les examens. La surface plastifiée était rayée mais lisible, et ce que Jean vit lui coupa le souffle. Refuge La Rose des Causses, près de Saint-Jean-du-Larzac, Aveyron. Une date d'examen datant d'il y a 2 semaines, moins d'une semaine avant que Jean ne parte pour ce voyage. Carnet de vaccination montrant qu'Espoir était à jour de tous ses vaccins. Un certificat de bonne santé signé par un vétérinaire que Jean ne reconnaissait pas. Et en bas, en petits caractères, une note sur le caractère de l'animal, douce, bien dressée, apte au travail de compagnie. Les mains de Jean tremblaient en retournant l'étiquette. Au dos, d'une écriture qu'il ne reconnut pas immédiatement mais qui lui semblait familière, se trouvaient 2 lignes, pour le voyage de Jean Dubois. Elle voulait ça. M. Durand. Le monde sembla basculer. Jean s'assit lourdement sur le sol, l'étiquette serrée dans son poing, son esprit en ébullition. Monique Durand. La meilleure amie de Marie. La femme qui avait dirigé le refuge avec Marie pendant 15 ans, qui avait été là pendant la maladie, qui avait essayé d'aider Jean après l'enterrement alors qu'il était trop perdu dans son chagrin pour accepter le moindre réconfort. Monique avait gardé espoir. Monique avait pris soin du dernier sauvetage de Marie pendant tous ces mois. Et Monique avait orchestré cela, avait su d'une manière ou d'une autre que Jean faisait ce voyage, et avait arrangé qu'Espoir soit là, pour le suivre, pour lui fournir la compagnie que Marie ne pouvait plus lui offrir. Mais comment? Jean essaya de reconstituer le puzzle à travers le brouillard du choc. Il n'avait parlé à personne de ses projets. Il était parti tranquillement, tôt un matin, sans en informer aucun voisin ni ami. Comment Monique aurait-elle pu savoir? Puis il se souvint. Monique était passée la semaine avant son départ. Elle était arrivée à l'improviste un après-midi, apportant de la nourriture et de l'inquiétude. Jean avait été distant, comme avec tout le monde, ne voulant ni compagnie ni sympathie. Ils avaient parlé brièvement sur le perron, et Monique avait parlé de Marie, de tourner la page, de l'importance d'honorer les promesses et de trouver la paix. Elle lui avait demandé s'il allait bien, s'il avait besoin de quelque chose. Jean avait éludé, fait des réponses évasives, impatient qu'elle parte pour pouvoir retourner à son chagrin isolé. Mais Monique avait toujours été perspicace, avait connu Marie mieux que quiconque, sauf Jean. Elle avait dû deviner ce qu'il préparait. Avait dû lire les signes dans ses réponses distraites, son énergie agitée, la façon dont il n'arrêtait pas de regarder vers les montagnes. Et elle s'était préparée. Elle avait emmené Espoir saine, dressée, prête et avait suivi l'itinéraire de Jean. L'étiquette vétérinaire datait d'il y a 2 semaines, ce qui signifiait que Monique avait commencé à planifier cela bien avant le départ de Jean. Elle avait dû utiliser le traceur GPS que Marie avait toujours insisté pour qu'ils gardent dans leur selle pour la sécurité. Marie en avait acheté des identiques des années auparavant après qu'un voisin se soit perdu dans l'arrière-pays. Celui de Jean aurait transmis sa position pendant tout le voyage, et Monique aurait su exactement où il était, exactement quand relâcher Espoir pour que l'ânesse l'intercepte. La prise de conscience déferla sur Jean par vagues. La planification requise, le soin, l'attention aux détails. Monique avait gardé Espoir en bonne santé et heureuse pendant 6 mois, pendant que Jean se morfondait dans l'isolement. Elle avait dressé l'ânesse, l'avait préparée pour un voyage sur le Causse, avait tout synchronisé parfaitement. Elle avait orchestré un cadeau élaboré au nom d'une femme mourante, honorant les dernières volontés de Marie, même si Jean l'avait repoussé.
Jean sentit la honte l'envahir. Monique avait essayé de l'aider depuis le début, et il avait rejeté ses offres, son amitié, ses tentatives d'honorer la mémoire de Marie. Il avait été tellement absorbé par sa propre douleur qu'il n'avait pas vu l'amour et la loyauté qui lui étaient offerts. Elle savait, murmura Jean à Espoir, des larmes coulant sur son visage. Marie savait que j'essaierais de faire ça seule. Savait que je repousserais tout le monde. Alors elle s'est assurée que tu serais là. S'est assurée que je n'aurais pas à affronter ce moment complètement seul. Espoir se tenait prêt, sa présence solide et réconfortante, et Jean comprit enfin toute la portée de ce que Marie et Monique avaient fait. Il ne s'agissait pas seulement de fournir de la compagnie lors d'un voyage solitaire. Il s'agissait de forcer Jean à prendre soin de quelque chose en dehors de lui-même, à se connecter avec un autre être vivant, à se souvenir de ce que c'était que d'être responsable et attentif aux besoins d'une autre créature. Il s'agissait de lui donner une raison de continuer, de rester présent, de traverser le deuil au lieu de s'y noyer. Chaque fois qu'il avait partagé de l'eau avec Espoir, chaque fois qu'il avait vérifié son état pendant les journées chaudes, chaque fois qu'il lui avait parlé de Marie et de ses souvenirs, tout cela l'avait lentement sorti de l'isolement qu'il avait construit autour de lui. Espoir ne l'avait pas seulement suivi. Elle l'avait ramené à la vie, à la connexion, à la capacité d'aimer et d'être aimé. Jean regarda l'urne en cuivre dans sa sacoche, la source où lui et Marie s'étaient rencontrés il y a 40 ans, Espoir debout patiemment à ses côtés. Le voyage prenait soudain un sens qu'il n'avait pas eu auparavant. Marie ne lui avait pas seulement demandé de disperser ses cendres. Elle avait créé une dernière expérience qu'il pourrait partager, un voyage à travers le cosmos avec un animal qui avait besoin de lui, qui lui rappellerait tout le travail de sauvetage qu'ils avaient fait ensemble, qui lui démontrerait que l'amour, le soin et la connexion pouvaient continuer même après la mort. Il se leva lentement, l'étiquette vétérinaire toujours à la main, et se dirigea vers la selle de Rustique. Il sortit son téléphone satellite. Il l'avait apporté pour les urgences, mais ne l'avait pas allumé, voulant être vraiment seul. Maintenant, il le mit en marche, attendant qu'il trouve un signal. Cela prit plusieurs minutes, mais finalement le téléphone se connecta. Jean composa le numéro de Monique de mémoire, le cœur battant. Il sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix prudente. « Jean ? » Monique. Sa voix se brisa sur son nom. « J'ai trouvé ta note. » Sur l'étiquette d'Espoir. Il y eut un long silence. Puis Monique parla avec précaution. « Tu es en colère ? » Non. La voix de Jean se brisa complètement. « Je suis reconnaissant. Je suis si reconnaissant que je n'ai pas de mots pour le dire. » Le souffle de Monique se libéra dans un soupir. « Marie me l'a fait promettre. À l'hôpital, vers la fin. Elle a dit que tu essaierais de faire le voyage seul. Que tu repousserais tout le monde. Elle m'a demandé de garder espoir. Pour s'assurer. » Sa voix se cassa, pour s'assurer que tu ne serais pas seul pour ça. Comment savais-tu quand je partirais ? Comment m'as-tu trouvé ? Le traceur GPS dans ta selle. Marie insistait toujours pour que tu le portes. Je le surveillais depuis sa mort, attendant que tu te diriges vers la source. Quand tu es enfin parti la semaine dernière, j'ai conduit jusqu'au dernier point d'accès routier et j'ai relâché espoir. Elle était dressée pour suivre un humain et rester proche, mais sans être envahissante. Je devais juste faire confiance qu'elle te trouverait et ferait ce que Marie croyait qu'elle ferait, te donner une raison de prendre soin, de rester présent, de continuer à vivre. Jean ferma les yeux, submergé. Elle a été parfaite. Elle a été exactement ce dont j'avais besoin. Bien. La voix de Monique était épaisse d'émotion. Marie t'aimait tellement, Jean. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour s'assurer que tu irais bien après son départ. Ils parlèrent pendant 20 minutes. Monique expliquant le processus de dressage, comment elle avait travaillé avec espoir tous les jours, comment Marie avait écrit des instructions détaillées avant de mourir sur ce que l'ânesse devait apprendre, comment elle devait se comporter. Monique décrivit les visites chez le vétérinaire, la planification minutieuse de la libération d'espoir, l'inquiétude que quelque chose puisse mal tourner. Je voulais te le dire avant que tu ne partes, admit Monique. Mais Marie a dit que tu devais le découvrir par toi-même. Que tu devais choisir de laisser entrer espoir. Que tu devais ouvrir ton cœur sans savoir pourquoi. Elle a dit, si tu savais que c'était planifié, tu pourrais y résister par fierté ou par chagrin. Elle avait raison, dit doucement Jean. Si j'avais su,
je ne l'aurais pas accepté. J'avais besoin de penser que c'était le hasard. Besoin de choisir de m'occuper d'Espoir sans comprendre le cadeau qui m'était offert. Avant de raccrocher, Jean fit promettre à Monique de le retrouver à son retour à la ferme. Ils avaient des choses à discuter sur la réouverture du refuge, sur la manière d'honorer la mémoire de Marie correctement, sur le fait d'avancer ensemble au lieu qu'il affronte tout seul. En terminant l'appel, Jean se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le mystère était résolu, le cadeau compris, et le chemin à suivre plus clair. Il regarda Espoir avec de nouveaux yeux, voyant non seulement une ânesse, mais l'amour de Marie rendu tangible, l'amitié de Monique honorée, et son propre avenir représenté dans l'animal patient et doux qu'il avait accompagné dans son voyage le plus sombre. Demain, il disperserait les cendres. Mais aujourd'hui, il s'asseyait avec Espoir à la source et se sentirait reconnaissant pour la prévoyance de Marie, pour la loyauté de Monique, pour la présence d'Espoir, et pour la possibilité de guérison qu'il avait cru perdue à jamais. Le soleil de l'après-midi était au-dessus de la source alors que Jean s'asseyait sur les rochers où lui et Marie avaient parlé pour la première fois il y a 40 ans. Le cause s'étendait autour de lui dans sa patience ancienne, inchangé par la joie ou le chagrin humain, indifférent aux histoires qui se jouaient sur son visage, mais contenant en quelque sorte un espace pour toutes. Espoir broutait à proximité, contente à l'ombre d'un peuplier. Sa présence était un réconfort que Jean ne remettait plus en question ni ne résistait. Il avait accepté le cadeau que Marie et Monique lui avaient fait, comprenant maintenant qu'il n'était pas censé affronter ce moment seul, que l'isolement n'avait jamais été la réponse au deuil. Jean tenait l'urne en cuivre sur ses genoux, sentant son poids, pensant à tout ce qu'elle contenait et représentait. 40 ans de mariage, d'amour, de rêves partagés et de matins tranquilles, de dur labeur et de rire. Tout réduit en cendres et en souvenirs, mais toujours présent d'une manière ou d'une autre dans la façon dont la lumière du soleil accrochait la surface de l'urne, dans la chaleur de la compagnie d'Espoir, dans la beauté de cet endroit où tout avait commencé. Il n'était pas encore tout à fait prêt. Jean se connaissait assez bien pour reconnaître la résistance encore enroulée dans sa poitrine. Parler à Monique avait aidé. Comprendre le cadeau de Marie avait apaisé quelque chose en lui. Mais l'étape finale, libérer les cendres, dire vraiment au revoir, semblait incroyablement difficile. « Je ne sais pas si je peux faire ça », dit-il à voix haute, sa voix portant sur l'eau calme. « Je ne sais pas comment te laisser partir. » Espoir leva la tête, ses oreilles se tournant vers lui. Et Jean sentit le réconfort familier d'être entendu, même si ce n'était pas compris comme les humains comprennent. L'ânesse s'approcha et se tint à côté de lui, assez près pour qu'il puisse sentir sa chaleur. Jean posa l'urne soigneusement et attrapa sa sacoche, pensant qu'il pourrait regarder à nouveau l'album photo, se remémorer des temps plus heureux. Mais en ouvrant le sac, il remarqua quelque chose qu'il avait manqué jusqu'à présent, une enveloppe scellée glissée dans la poche de l'étui de l'urne. Son nom y était écrit de l'écriture familière de Marie, les lettres légèrement tremblantes, ce qui lui indiquait qu'elle avait écrit cela vers la fin, quand ses mains tremblaient de faiblesse et à cause des médicaments. Le cœur de Jean se mit à battre la chamade. Un autre cadeau, un autre message d'outre-tombe. Il tint l'enveloppe un long moment avant de l'ouvrir, craignant ce qu'elle pourrait dire, craignant les émotions qu'elle déchaînerait, mais sachant qu'il devait la lire. Le papier à l'intérieur provenait du papier à lettres personnelles de Marie, celui qu'elle utilisait pour les lettres importantes. Son écriture couvrait les deux côtés, serrée et inégale, mais toujours lisible. Jean commença à lire, et immédiatement, les larmes brouillèrent sa vision. « Mon très cher Jean, commençait-elle. Si tu lis ceci, tu as enfin fait le voyage jusqu'à notre source. Je m'inquiétais que tu le remettes à plus tard pour toujours. Alors j'ai demandé à Monique de m'aider à faire en sorte que tu aies une raison d'y aller. J'espère que tu n'es pas en colère à propos d'Espoir. J'espère que tu comprends pourquoi je l'ai fait. Tu te demandes probablement pourquoi j'écris ceci maintenant alors qu'il nous reste encore des jours ou des semaines ensemble. La vérité, c'est que j'ai besoin de dire certaines choses pendant que j'ai encore la force et la clarté de les dire correctement. Bientôt, les médicaments obscurciront tout. Et je veux que tu aies ces mots exactement comme je les pense. Jean, tu m'as donné la meilleure des vies. Chaque jour avec toi a été un cadeau. Je sais que tu penses que tu aurais dû faire plus pendant ma maladie, être plus fort, être plus présent. Je vois la culpabilité dans tes yeux même maintenant. S'il te plaît, laisse ça partir. Tu as été exactement ce dont j'avais besoin, stable et fort, et là quand c'était le plus important.
Les moments où tu penses avoir échoué sont les moments dont je me souviens avec le plus de tendresse parce qu'ils m'ont montré à quel point tu aimes profondément, à quel point ma souffrance te blessait. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai eu une vie pleine, et je suis prête pour ce qui vient après. Mais j'ai peur pour toi. Peur de ce que ma mort te fera. Je sais comment tu te replies sur toi-même quand tu es blessé. Comment tu construis des murs et repousses les gens. Je sais que tu voudras affronter ce chagrin seul, le porter par toi-même comme tu as porté chaque fardeau que nous avons affronté ensemble. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, laisse les gens t'aider. Monique, surtout. C'est ton amie aussi, pas seulement la mienne. Et elle saura ce dont tu as besoin même quand tu ne pourras pas le demander. J'ai sauvé un dernier animal avant de tomber trop malade pour travailler. Une petite ânesse que nous avons nommée Espoir. J'ai demandé à Monique de la garder en sécurité jusqu'à ce que tu sois prêt à faire ce voyage, puis de s'assurer qu'Espoir te trouve. Laisse-la t'aider à guérir, Jean. Permets-toi de t'occuper à nouveau de quelque chose. Je sais qu'il semblera plus facile de se fermer, d'arrêter de se soucier parce que se soucier fait mal. Mais ce n'est pas vivre. C'est juste exister. Et j'ai besoin que tu vives, pour nous deux maintenant. Quand tu disperseras mes cendres à notre source, ne pense pas à cela comme une fin. Pense à moi retournant à l'endroit où j'ai su pour la première fois que j'avais trouvé ma personne, ma maison, mon cœur. Cette source m'a donné toi, et c'était le plus grand cadeau de ma vie. Que ce soit un commencement pour toi, pas une fin. Que ce soit l'endroit où tu recommences à vivre. Où tu ouvres ton cœur à la possibilité, à la connexion, et à toutes les choses qui rendent la vie digne d'être vécue. Je ne m'attends pas à ce que tu cesses de pleurer. Je ne m'attends pas à ce que tu m'oublies ou que tu tournes la page comme si je n'avais jamais existé. Mais je m'attends à ce que tu continues le refuge, si tu le peux. Ces animaux ont besoin de quelqu'un avec de la patience et de la bonté. Et tu as les deux en abondance, même si tu ne le penses pas. J'ai vu comment tu es avec eux, vu à quel point tu es doux, à quel point tu te soucies, même quand tu fais semblant que non. Travaille avec Monique. Elle sait comment gérer l'opération, et elle serait honorée de le faire en ma mémoire. Ensemble, vous pouvez aider tant de créatures qui ont désespérément besoin de ce que nous avons pu leur donner. Sécurité, soins, une seconde chance à une bonne vie. Jean, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Promets-moi que tu ne disperseras pas mes cendres pour ensuite retourner à une ferme vide et te fermer au monde. Promets-moi que tu rentreras à la maison et que tu appelleras Monique, que tu rouvriras le refuge, que tu rempliras ces enclos vides avec des animaux qui ont besoin de toi. Promets-moi que tu continueras à vivre, à te connecter, à être l'homme dont je suis tombée amoureuse il y a 40 ans quand je t'ai vu à cette source et que j'ai su immédiatement que tu étais bon, gentil et vrai. Tu m'as montré comment être bien aimé. Tu as travaillé dur pour nous, tu as subvenu à nos besoins, tu as été à mes côtés à travers chaque défi et chaque triomphe. Tu m'as fait me sentir en sécurité, chérie et valorisée chaque jour. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de plus difficile. J'ai besoin que tu te laisses aimer par les gens qui se soucient de toi, que tu acceptes l'aide, le réconfort et la connexion même quand cela semble inconfortable. Ne sois pas seul, mon amour. Ne t'enferme pas dans le chagrin en pensant que c'est honorer ma mémoire. Honore-moi en vivant pleinement, en aidant les autres, en trouvant des moments de joie et de paix, et peut-être même de rire à nouveau. Je veux que tu sois heureux, Jean. Pas tout de suite. Le deuil prend du temps, et tu devrais prendre tout le temps dont tu as besoin. Mais finalement, je veux que tu retrouves le bonheur. Espoir t'aidera. Elle est spéciale, celle-là. J'ai passé des heures avec elle, lui apprenant à être patiente et douce, à être le genre de compagnon dont quelqu'un a besoin quand il souffre. Elle saura quoi faire même quand tu ne le sauras pas. Fais confiance à ses instincts. Laisse-la entrer. Je suis si fatigué maintenant. La douleur devient plus difficile à gérer et les médicaments rendent difficile de tenir un stylo. Mais je devais écrire ceci. J'avais besoin que tu saches à quel point tu comptais pour moi. Combien je suis reconnaissante pour nos années ensemble. Combien je suis fier de l'homme que tu es. Quand tu te tiendras à la source et que tu libéreras mes cendres, sache que je suis fier de toi d'avoir fait le voyage. Sache que je ne suis pas vraiment parti. Je suis dans chaque animal que nous avons sauvé, chaque clôture que tu as construite, chaque café du matin que nous avons partagé, chaque coucher de soleil que nous avons regardé ensemble.
Je suis dans les yeux patients d'espoir et l'amitié loyale de Monique, et dans le vent du cause qui nous a portés tous les deux à cette source il y a 40 ans. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir été mon partenaire, mon ami, ma maison. Merci d'avoir fait de ma vie tout ce que j'espérais qu'elle soit. Ne disperse pas mes cendres et ne pars pas, Jean. Disperse-les et recommence. Tout mon amour, pour toujours, Marie. Jean lut la lettre 3 fois, les larmes coulant sur son visage, chaque lecture révélant de nouvelles couches de signification et d'amour. Marie l'avait connu si complètement, avait compris exactement ce qu'il aurait besoin d'entendre, avait essayé même dans ses derniers jours de prendre soin de lui, de le guider, de lui donner la permission de continuer à vivre. La culpabilité qu'il avait portée pendant 6 mois, la conviction qu'il l'avait laissé tomber pendant sa maladie, qu'il aurait dû être plus fort, plus présent, moins effrayé, se dissolvait sous le poids de ses mots. Elle n'avait pas eu besoin qu'il soit parfait. Elle avait juste eu besoin qu'il soit là, et il l'avait été. Chaque jour difficile, chaque traitement douloureux, chaque moment de peur et de faiblesse, il avait été là. C'était suffisant. Elle lui disait que c'était suffisant. Jean plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Il se leva, tenant de nouveau l'urne, et se dirigea vers le bord de l'eau. Espoir le suivit, se tenant à ses côtés, et Jean sentit la présence de Marie si fortement qu'elle était presque physique, dans la chaleur du soleil, le bruit de l'eau coulant sur la pierre, la douce pression de la tête d'Espoir contre son bras. « Je comprends maintenant, » dit Jean à voix haute, s'adressant à Marie, bien qu'elle ne puisse l'entendre, s'adressant au causse, au ciel et à l'ancienne source qui les avait réunis. « Je comprends ce que tu voulais que j'apprenne. Tu savais que je ne pouvais pas guérir seul. Tu savais que j'avais besoin d'une raison de me soucier. Besoin d'espoir pour me rappeler comment aimer et être aimé. Tu savais que je repousserais tout le monde à moins d'y être forcé. » Il s'arrêta, l'émotion lui nouant la gorge. « Tu avais raison sur tout. Sur mon besoin d'aide. Sur le refuge. Sur le fait de vivre au lieu de simplement exister. Je vais faire ce que tu as demandé. Je vais tenir mes promesses. Toutes. Pas seulement disperser tes cendres, mais les plus grandes aussi. Je vais rouvrir le refuge avec Monique. Je vais m'occuper d'Espoir. Je vais continuer à vivre, pour nous deux. » Le soleil commença sa descente vers l'horizon ouest, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre, identique au coucher de soleil de ce soir-là, il y a 40 ans. Jean sut que le moment était venu. Il ne pouvait plus retarder, et honnêtement, il ne le voulait plus. La lettre de Marie lui avait donné ce dont il avait besoin, la permission, la compréhension et un chemin à suivre. Il ouvrit l'urne avec soin, respectueusement, préparé pour le dernier adieu et le nouveau commencement qui le représenterait. Espoir se tenait à ses côtés, une présence fidèle et un rappel vivant de l'amour de Marie. Et ensemble, ils firent face à l'endroit où 40 ans d'amour avaient commencé, prêts à honorer sa fin et à embrasser sa transformation en quelque chose de nouveau. Jean se tenait au bord de l'eau, l'urne en cuivre ouverte dans ses mains, et commença à parler. Les mots vinrent plus facilement qu'il ne l'avait prévu, coulant d'un lieu d'amour plutôt que de douleur, de gratitude plutôt que de chagrin. « Marie, je suis là, comme je l'ai promis. Je sais que ça m'a pris 6 mois, et je sais que tu t'es probablement inquiété que je ne vienne jamais, mais Espoir m'a aidé à trouver le chemin. Elle a fait exactement ce que tu l'avais dressée à faire. Elle m'a rappelé comment me soucier, comment me connecter, comment continuer à vivre, même quand ça faisait mal. » Il s'arrêta, regardant l'eau onduler et couler, inchangée par les siècles, indifférente à la joie ou au chagrin humain, mais étant pourtant le témoin parfait des deux. « Merci pour 40 ans. Merci de m'avoir aimé quand j'étais trop brute de décoffrage, de m'avoir appris la patience, d'avoir fait de notre ferme un foyer. Merci pour le travail de sauvetage, de m'avoir montré que la bonté compte, que chaque vie a de la valeur, que l'amour se multiplie quand on le partage. » La voix de Jean se brisa légèrement, mais il continua, « Je suis désolé de ne pas avoir été parfait pendant ta maladie. Je suis désolé d'avoir eu peur et d'avoir été parfois distant quand la peur devenait trop grande. Mais je laisse cette culpabilité partir maintenant, comme tu l'as demandé. Tu as dit que j'étais assez, et je choisis de te croire. » Il baissa les yeux sur les cendres, grises, blanches et étonnamment lourdes dans leur concentration. Chaque poignée représentait des moments de leur vie ensemble. Vœux de mariage et café du matin, hiver rude et bonne récolte, soirée tranquille et rêves partagés. Je promets que je vais faire ce que tu as demandé. Je vais rouvrir le refuge avec Monique.
Je vais m'occuper d'Espoir. Je vais vivre, pas seulement exister. Je vais honorer ta mémoire en aidant les autres, en restant ouvert, en trouvant à nouveau la joie quand je serai prêt. Jean entra dans l'eau peu profonde, sentant le choc froid contre ses jambes, se déplaçant à l'endroit exact où il avait vu Marie pour la première fois il y a 40 ans. La lumière était parfaite, tout comme elle l'avait été ce soir-là, dorée et chaude, peignant tout d'une douce lueur qui rendait le monde sacré. Il commença à libérer les cendres poignée par poignée, les regardant se déposer à la surface de l'eau. Certaines flottaient, captant la lumière comme de minuscules étoiles. D'autres coulaient immédiatement, devenant partie intégrante des profondeurs de la source. D'autres encore dérivaient avec le courant, se déplaçant en aval, se propageant largement à travers le paysage que Marie avait tant aimé. À chaque libération, Jean évoquait un souvenir à voix haute. « Tu te souviens m'avoir appris à danser dans la cuisine ? Tu as été patiente même si je t'ai marché sur les pieds une centaine de fois. Plus de cendres à l'eau. Tu te souviens de l'année où nous sommes allés sur la côte et avons vu l'océan ensemble ? Tu as ri quand les vagues nous ont fait tomber. Une autre poignée. Tu te souviens de tous les animaux que nous avons sauvés ensemble ? Chacun d'eux comptait pour toi. » L'urne s'allégeait à mesure que Jean continuait. Chaque souvenir était un cadeau qu'il rendait au causse, à la source, à l'air, à l'eau et à la terre qui avaient été témoins de leur amour. Il parla de rires et de disputes, de triomphes et d'échecs, de jours ordinaires et de moments extraordinaires. Il libéra tout cela dans l'eau, regardant Marie retourner à l'endroit où leur histoire avait commencé. Quand l'urne fut enfin vide, Jean resta dans l'eau alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel. Il se sentait différent, plus léger d'une certaine manière, comme si la libération des cendres avait aussi libéré une partie du poids qu'il portait. Le chagrin resterait toujours, mais il ne semblait plus écrasant. Il semblait gérable, quelque chose qu'il pouvait porter et avec lequel il pouvait vivre, plutôt que quelque chose qui l'enterrait. Il retourna sur la rive, où Espoir attendait patiemment. Jean posa l'urne vide sur les rochers et tendit la main pour caresser le cou d'Espoir, reconnaissant pour sa présence, pour la compagnie qui avait rendu ce voyage supportable. Alors que sa main se déplaçait le long du cou d'Espoir vers ses oreilles, ses doigts effleurèrent quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il écarta l'épaisse crinière et fixa, choqué, ce qu'il voyait. Là, derrière l'oreille gauche d'Espoir, se trouvait une petite marque au fer, faible mais indubitable, une forme de cœur parfaite, pas plus grande que l'ongle du pouce de Jean. Les bords étaient nets et guéris depuis longtemps. Les mains de Jean se mirent à trembler. Il connaissait cette marque. Marie l'utilisait sur chaque animal qu'elle sauvait, les marquant comme sauvés, aimés et valorisés. C'était sa signature, sa promesse à chaque créature qu'elle comptait, qu'elle avait été choisie pour être soignée et protégée. Il traça la marque en forme de cœur avec son doigt, la compréhension l'inondant. Espoir n'était pas une ânesse quelconque que Monique avait dressée pour le suivre. Espoir était le dernier sauvetage officiel de Marie, marqué du fer de Marie, réclamé et aimé dans le dernier acte de compassion de Marie avant que la maladie ne lui vole ses forces. « Tu es l'une des siennes, » murmura Jean, la voix brisée. « Vraiment, vraiment l'une des siennes. Elle t'a marqué. Elle t'a réclamé comme faisant partie de la famille. » Cette marque signifiait tout. Elle signifiait que Marie avait regardé cette ânesse et avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée, protégée, marquée de façon permanente comme sauvée et aimée. Et puis Marie avait demandé à Monique de dresser Espoir dans ce but précis, pour accompagner Jean dans son voyage le plus difficile, pour être l'incarnation vivante des soins de Marie s'étendant au-delà de la mort. Jean s'agenouilla dans le sable à côté d'Espoir, submergé par la complétude du cadeau de Marie. Pas seulement de la compagnie, pas seulement une distraction du chagrin, mais une créature que Marie elle-même avait choisie, marquée et aimée. Espoir portait la marque de Marie, le dressage de Marie, l'intention de Marie de guérir, d'aider et de guider. Jean enroula ses bras autour du cou d'Espoir et pleura, non pas les sanglots désespérés et noyés du deuil précoce, mais des larmes plus pures de gratitude, de reconnaissance et d'acceptation. L'amour de Marie avait traversé la mort pour le toucher, le guider, l'amener à ce moment de compréhension et de libération. Espoir se tint stable et patiente, témoignant de l'ouverture de Jean, du chagrin qui s'écoulait enfin librement, de la guérison qui ne pouvait venir qu'en ressentant tout pleinement plutôt qu'en le retenant. Le causse les enveloppa tous les deux alors que le soleil continuait sa descente, peignant le ciel de couleur de feu et d'or, et Jean se laissa enfin faire son deuil correctement, complètement, avec gratitude pour ce qui avait été et espoir pour ce qui pourrait encore être. Jean et Espoir restèrent à la source tout l'après-midi,
ni l'un ni l'autre n'ayant besoin de bouger, tous deux satisfaits dans le calme qui suit une tempête. Jean se sentait vidé mais propre, comme le causse après la pluie de la veille, lavé et renouvelé, prêt pour ce qui pourrait pousser ensuite. Il fit du café alors que les ombres s'allongeaient, assis sur les rochers avec espoir à ses côtés, regardant l'eau couler sur la pierre polie par le temps. Les cendres s'étaient maintenant dispersées. Certaines s'étaient déposées au fond de la source, d'autres avaient été emportées en aval, d'autres encore s'étaient accrochées à l'herbe le long des berges. Marie faisait partie de cet endroit maintenant, retournée là où leur histoire avait commencé. Sa présence physique transformée en quelque chose de plus grand et de moins défini, mais non moins réel. Jean pensa à l'avenir pour la première fois depuis des mois, non pas avec effroi ou vide, mais avec une possibilité prudente. Il pensa à la ferme vide qui l'attendait, à la grange qui pourrait être à nouveau remplie d'animaux ayant besoin d'aide. Il pensa à Monique et au partenariat qu'il pourrait construire, honorant la mémoire de Marie par l'action plutôt que par l'isolement. Il pensa à espoir et à l'engagement qu'il était prêt à prendre. Ses yeux tombèrent sur la longe effilochée encore attachée au licol d'espoir. Elle était usée presque jusqu'à la corde par endroits, témoignage des jours qu'espoir l'avait portée en le suivant à travers le causse. Jean l'examina de près. Elle tiendrait pour le voyage de retour, mais pas beaucoup plus longtemps. Elle devait être remplacée. Jean se dirigea vers la selle de Rustique et sortit sa trousse d'urgence. Il avait emporté des lanières de cuir pour les réparations, une habitude née d'années de travail à la ferme, où il y avait toujours quelque chose à réparer. Il sortit plusieurs lanières, testant leur solidité, sélectionnant les meilleures. Assis en tailleur sur le sol, avec espoir debout patiemment devant lui, Jean commença à tresser une nouvelle longe. Ses mains connaissaient le travail, il avait fabriqué d'innombrables licoles et longes au fil des ans, le motif si ancré qu'il n'avait presque pas besoin d'y penser. Mais cette corde semblait différente, plus significative. Chaque torsion du cuir représentait un choix, un engagement, une promesse. En travaillant, Jean parla à voix haute, testant les mots qu'il avait besoin de dire. Si tu veux bien de moi, espoir, tu as une maison, pour toujours. Pas parce que Marie m'a demandé de prendre soin de toi, bien qu'elle l'ait fait, mais parce que je le veux. Parce que tu m'as aidé quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant, je veux te rendre ce cadeau. Les oreilles d'espoir pivotèrent vers lui, écoutant. Et Jean continua à tresser, trouvant le bon rythme. Nous retournerons à la ferme ensemble. Nous rouvrirons le refuge. Monique aidera. Elle est douée pour ça, meilleure que moi à certains égards. Mais je ferai ma part. Te nourrir tous les jours. M'assurer que tu es en bonne santé. Te donner un but. La tresse s'allongea, se renforça. Jean travaillait avec soin, s'assurant que chaque nœud était serré, chaque torsion sécurisée. Cette corde durerait des années si elle était bien entretenue. Cette corde serait le lien d'espoir avec la maison, avec la sécurité, avec la vie qu'ils construiraient ensemble. Tu n'es plus seulement le dernier sauvetage de Marie, dit Jean en terminant la dernière section de la tresse. Tu es le premier sauvetage de tout ce qui vient après. Le début d'un nouveau chapitre, pas seulement la fin d'un ancien. Il attacha fermement la corde au licol d'espoir, enlevant l'ancienne effilochée et la mettant de côté. Il garderait l'ancienne corde. Elle représentait le voyage qu'ils avaient partagé, le chemin qui les avait tous deux menés à ce moment. Mais la nouvelle corde représentait l'avenir, le choix d'avancer, l'engagement de continuer. Jean se leva et prit le visage d'espoir dans ses mains, regardant dans ses yeux sombres et intelligents. Elle savait ce qu'elle faisait quand elle t'a marqué avec ce cœur. Elle me disait que tu valais la peine d'être sauvé, protégé, aimé. Et elle avait raison. Espoir se blottit contre sa main, et Jean sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. Pas la douleur aiguë du deuil, mais quelque chose de plus doux et de plus chaud. Pas le remplacement de Marie, mais un ajout à sa capacité d'aimer. Pas l'oubli, mais l'expansion. Il y avait de la place dans son cœur pour le passé qu'il honorait et l'avenir qu'il était prêt à commencer. Le soleil toucha l'horizon, inondant le causse de lumière dorée, identique à ce soir-là, il y a 40 ans. Jean monta sur Rustique et prit la nouvelle longe d'espoir dans sa main. C'était juste. Le poids de celle-ci, le but derrière, l'engagement qu'elle représentait. Il est temps de rentrer à la maison, dit-il à Espoir. Et les mots sonnaient vrais d'une manière qu'il n'avait pas eue auparavant. Pas un retour au vide et au chagrin, mais à la maison, à la possibilité et au but. À la maison,
à une grange qui se remplirait à nouveau d'animaux. À la maison, à une vie qui honorerait Marie par l'action plutôt que par l'isolement. Ils quittèrent la source alors que la dernière lumière s'estompait. Jean sur Rustic avec espoir suivant sur sa nouvelle longe, connecté maintenant non par accident ou orchestration, mais par choix et engagement. Derrière eux, la source gardait les cendres de Marie et le souvenir de 40 ans d'amour. Devant, le causse s'étendait vers un avenir que Jean était enfin prêt à affronter. Le voyage s'était transformé d'adieu en commencement, de fin en continuation. Jean portait le souvenir de Marie dans son cœur, sa boussole dans sa poche, sa lettre dans sa sacoche, et son dernier sauvetage à ses côtés. Il n'était plus l'homme qui était entré seul dans le causse 6 jours plus tôt, brisé et perdu. Il était quelqu'un qui avait appris à accepter l'aide, à embrasser la connexion, à croire que la vie pouvait encore avoir un but, un sens, et même de la joie. Espoir marchait d'un pas régulier à côté de Rustic, sa clochette tintant doucement à chaque pas, marquant leur progression vers la maison. Et Jean, pour la première fois en 6 mois, se sentit prêt pour tout ce qui allait suivre. 3 semaines après le retour de Jean Dubois des Causses du Larzac, la ferme était à nouveau vivante. Le soleil du matin peignait la grange d'or chaud alors que Jean se tenait sur le seuil, regardant Espoir s'installer dans son box. Elle avait réclamé le box d'angle le plus proche de l'entrée, d'où elle pouvait voir tout ce qui se passait dans la grange et la cour. C'était le même box que le cheval préféré de Marie avait occupé des années auparavant, et Jean trouvait du réconfort dans cette continuité. La transformation avait été rapide une fois que Jean s'y était engagé. Le lendemain de son retour, il avait appelé Monique, et ils avaient parlé pendant 3 heures de Marie, d'espoir, du travail de sauvetage qu'ils pourraient faire ensemble. Monique avait pleuré de soulagement quand Jean lui avait expliqué comment le voyage l'avait changé, à quel point il était prêt à honorer les vœux de Marie en rouvrant l'opération. Ils avaient passé les semaines suivantes à réparer les clôtures, nettoyer les box, organiser les fournitures et faire passer le mot dans le réseau de sauvetage qu'ils acceptaient à nouveau des animaux. La réponse avait été immédiate. Des refuges et des particuliers les contactaient au sujet de chevaux ayant besoin d'un nouveau foyer, d'ânes menacés d'euthanasie, de chiens abandonnés dans des fourrières. Il n'y a jamais de pénurie d'animaux ayant besoin d'aide, seulement une pénurie de gens prêts à la fournir. Aujourd'hui, leur premier nouveau sauvetage arrivait, une jeune ânesse saisie dans une affaire de négligence, sous-alimentée et effrayée, mais en assez bonne santé pour se rétablir avec des soins appropriés. Monique avait pris les dispositions, coordonnant avec le service de protection animale, s'assurant qu'ils avaient tout le nécessaire pour l'arrivée de l'animal. Jean avait préparé un box à côté de celui d'Espoir, le remplissant de foin frais et d'eau, accrochant une plaque qui disait simplement « Nouveau départ ». Il la changerait une fois que l'ânesse se serait installée et aurait montré sa personnalité. Laissez l'animal leur dire qui il était. Espoir observait depuis son box alors que Jean faisait les derniers préparatifs, ses yeux brillants d'intérêt. Elle s'était épanouie au cours des dernières semaines, prenant du poids avec une alimentation régulière et du repos, son pelage brillant grâce au brossage quotidien, ses sabots parés et sains. Mais plus que des changements physiques, Jean voyait autre chose en Espoir, un contentement, un sens du but. Elle semblait comprendre qu'elle était à la maison, que son travail de compagne de Jean lors de ce voyage sur le Causse était terminé, et qu'elle avait maintenant un nouveau rôle, accueillir d'autres rescapés, leur montrant par l'exemple que la sécurité et les soins étaient possibles. Un camion gronda dans l'allée. Monique, arrivant avec la nouvelle ânesse dans une petite remorque. Jean sortit à sa rencontre, Espoir le suivant à mi-chemin avant de s'arrêter à la clôture, observant avec une curiosité patiente. Monique descendit du camion, son visage montrant un mélange d'excitation et d'inquiétude. Elle avait la soixantaine, des cheveux noirs parsemés de gris et le même sourire chaleureux que Marie. Au cours des dernières semaines, Jean s'était souvenu pourquoi Marie l'avait tant aimé. Monique était stable et compétente, avec un puits profond de bonté et une approche pratique de la résolution de problèmes. « Prêt ?» demanda-t-elle à Jean. « Prêt », confirma-t-il. Ils ouvrirent la remorque ensemble, et Jean vit pour la première fois la jeune ânesse. Elle était petite, probablement moins de 2 ans, avec un pelage brun terne et des côtes visibles sous la peau. Ses yeux étaient grands de peur, ses oreilles plaquées contre sa tête. Elle tremblait alors que Monique la descendait soigneusement de la rampe. Le cœur de Jean se serra en voyant sa détresse, mais il sentit aussi autre chose, un but. C'était ce que Marie avait fait pendant des années. Ce qu'elle lui avait appris être possible. Prendre des créatures effrayées et abîmées et leur montrer que les humains pouvaient être gentils, que la vie pouvait être sûre, que la confiance pouvait être gagnée lentement et avec soin.
doucement, ma belle, dit doucement Jean, gardant ses distances, laissant l'ânesse assimiler le nouvel environnement sans pression. Personne ne te fera de mal ici. Tu es en sécurité maintenant. Ils conduisirent l'ânesse dans la grange, dans le box préparé. Elle se blottit d'abord dans le coin, mais alors que Jean et Monique reculaient, lui donnant de l'espace, l'ânesse commença à explorer avec prudence. Elle renifla le foin, but à longues goulées dans le seau d'eau, explora chaque recoin de sa nouvelle maison. Espoir émit un son doux depuis le box voisin, pas tout à fait un braiement, plutôt un salut amical. Les oreilles de la jeune ânesse se dressèrent avec intérêt. Elle se déplaça vers le mur commun entre les box, et les deux ânesses se touchèrent le nez à travers les barreaux. Espoir, patiente et calme, la nouvelle venue, nerveuse mais curieuse. Jean observa l'interaction avec émerveillement. Espoir faisait exactement ce que Marie aurait fait, offrir sa présence sans pression, montrer par l'exemple que cet endroit était sûr, que ces humains pouvaient être dignes de confiance. Monique se tenait à côté de Jean, et il sentit sa main presser son épaule. « Marie serait si fière de toi, dit-elle doucement. C'est ce qu'elle voulait. Que le travail continue, que tu retrouves un but. Je ne pourrais pas le faire sans toi, répondit honnêtement Jean. J'étais si perdu, Monique. J'ai repoussé tout le monde, y compris toi, et j'en suis désolé. Tu étais en deuil. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire son deuil, Jean. Et tu as trouvé ton chemin. C'est ce qui compte. Ils restèrent là, ensemble, à regarder les ânesses interagir. Et Jean sentit la présence de Marie dans ce moment, non pas comme une perte ou une absence, mais comme une continuation. Ce travail qu'il faisait était le travail de Marie, son héritage rendu tangible. Chaque animal qu'il sauvait serait un témoignage de sa conviction que chaque créature méritait la bonté, que la compassion pouvait guérir ce que la cruauté avait brisé. Après le départ de Monique, Jean passa l'après-midi à travailler dans la grange, laissant la jeune ânesse s'habituer à sa présence. Il se déplaçait lentement, parlait doucement, ne faisait aucune demande. Il avait appris de Marie que la confiance ne pouvait pas être forcée, seulement offerte et acceptée en son temps. À l'approche du soir, Jean s'appuya contre le box d'Espoir et sortit l'alliance de Marie de sa poche. Il l'avait portée tous les jours depuis le COS. Mais maintenant, il se dirigea vers l'étagère au-dessus du box d'Espoir et la posa là, délibérément, là où il pourrait la voir chaque matin en venant la nourrir. Là où elle pourrait veiller sur le travail qu'il faisait. Je tiens mes promesses, dit-il à voix haute, ne sachant pas s'il parlait à Marie, à Espoir ou à lui-même. Toutes. Le refuge est de nouveau ouvert. Je travaille avec Monique. Je m'occupe d'Espoir. Et je vis, pas seulement j'existe. Espoir tourna ses grands yeux vers lui, et dans leur profondeur, j'envie de la compréhension, de la patience et quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. La nouvelle ânesse s'installait dans son box, ne tremblant plus, mangeant prudemment du foin. Jean remplit les seaux d'eau, distribua la ration du soir, vérifia les loquets et les portails avec une efficacité routinière. Les routines de la vie à la ferme avaient retrouvé un sens. Chaque tâche servait un but au-delà de simplement remplir le temps. Il s'occupait de créatures qui avaient besoin de lui. Honorant la mémoire de Marie par l'action, construisant un avenir qui contenait à la fois le chagrin et la possibilité à parts égales. En fermant la grange pour la nuit, Jean regarda en arrière vers les box. Espoir le regardant avec une affection calme, la nouvelle ânesse trouvant la sécurité dans son coin. Demain apporterait ses propres défis et récompenses. Il y aurait plus d'animaux à aider, plus de cœurs à guérir, plus de raisons de rester présent et engagé dans la vie. Jean se dirigea vers la maison sous un ciel brillant d'étoiles, sentant le poids de la boussole de Marie dans sa poche, portant le souvenir de sa lettre dans son cœur. Il avait 64 ans, veuf, fermier, et maintenant sauveteur d'animaux qui avaient besoin d'une seconde chance. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée il y a 6 mois, mais c'était une vie qui valait la peine d'être vécue. Il se retourna une fois à la porte, regardant la grange où Espoir s'installait pour la nuit, sa clochette tintant doucement alors qu'elle bougeait. « Merci » murmura-t-il au vent du COS. « Merci pour tout. Pour Espoir, pour ça, pour m'avoir montré le chemin. » Le vent emporta ces mots à travers le COS qui s'assombrissait, vers la source où reposaient les cendres de Marie, vers le passé qu'ils avaient partagé et l'avenir qu'ils construisaient. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Jean Dubois ressentit quelque chose de proche de la paix. Demain, il se réveillerait, nourrirait les animaux et continuerait le travail.
Demain, Monique viendrait et il planifierait le prochain sauvetage. Demain, Espoir le saluerait avec une affection patiente et montrerait à la nouvelle ânesse que la confiance était possible. Demain contenait des possibilités, et cela, Jean le réalisa, était exactement ce que Marie avait voulu pour lui. Non pas qu'il l'oublie ou tourne la page comme si elle n'avait jamais existé, mais qu'il porte son amour en avant dans une vie qui avait encore un sens, un but, et le don simple et profond de s'occuper de créatures qui avaient besoin de bonté. Il entra et ferma la porte, prêt pour tout ce qui viendrait.